de toute façon, il y aura des gens sur ton parcours qui vont t'aider à construire ta ligne de vie. Donc c'est pas le sujet de savoir où on va. Le sujet, c'est de se mettre en route. Tu vois, quand j'ai traversé l'Australie il y a 4 ans, j'ai terminé avec une déchirure au tendon d'Achille. Ah, oui. Et il me restait 300 km à faire. Aujourd'hui, je cours depuis à peu près 16 ans. Je suis à peu près à 65 000 km de fait depuis que je cours. Donc, je suis en train de faire mon 2e tour du monde. Et en fait, la particularité, c'est que je détestais ça. Il va se passer un truc, c'est que tu vas rencontrer la seule et unique richesse qui est partout dans le monde. Et c'est la seule et unique vraie richesse. C'est ce qu'on est en train de faire tous les deux. C'est la rencontre. Je vais m'organiser pour qu'on plante une forêt de 60 000 arbres. Hello tout le monde, avez-vous déjà rêvé d'être aventurier et ou de vous dépasser pour battre des records? Moi, oui. Philippe Moreau, lui, l'a juste fait. Après avoir monté sa boîte et être devenu leader de son marché tout en respectant un maximum l'environnement, la vie l'a fait se mettre à courir alors qu'il détestait ça. Comme toute personne qui déteste courir, il a traversé l'Australie en courant en 43 jours. Après avoir été le premier Français à faire un marathon au pôle Nord par moins 40 degrés ou encore une course mythique dans la vallée de la mort par 50 degrés. Aujourd'hui, il court pour la planète et met en avant des porteurs de projets qui vont nous aider à arrêter de la défoncer, tout simplement. Je m'appelle Antoine de Joibert et je vais interroger des gens inspirants qui trouvent l'équilibre entre leur vie pro et leur passion. Maintenant, il faut que je vous parle de Barouders qui sponsorise cet épisode. Barouders, c'est enfin une solution pour les personnes comme moi qui aiment le sport d'aventure et dont le matériel coûte très cher. Barouders, c'est une marketplace sur laquelle on va pouvoir trouver tous les équipements des gens qui bougent. Randonnée, alpinisme, running, kitesurf, ski et tous les sports extrêmes bien sûr. Donc si vous en avez marre de payer une blinde et en plus de consommer du neuf ce qui n'aide pas trop pour l'environnement, foncez sur barouders.com. Un dernier mot, et là c'est important, je vous rappelle que je dois devenir le premier podcasteur de France. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur Spotify et aussi de cliquer sur les 3 petits points à côté du bouton d'abonnement qui vous permettront de mettre 5 étoiles à la chaîne, bien sûr que ça les vaut. Sur Deezer, vous pouvez cliquer sur le cœur pour le mettre en favori et activer les notifs. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Insta, YouTube et TikTok où je mets des extraits car je commence le format vidéo très bientôt et ça c'est très cool. Voilà, c'est fini pour la promo, je sais que c'est relou, mais votre soutien c'est mon seul retour sur investissement et le moyen de ne pas m'arrêter. Merci encore et très bon épisode. La médiocrité commence là où les passions meurent. Bon bah Philippe, bonjour. Salut. Comment ça va déjà? Déjà, moi, ça va bien. Par principe et par définition, ça va bien. Bon bah c'est super. J'ai cru voir ça en préparant notre entretien. J'ai vu qu'il y avait pas mal de messages positifs que tu passais dans tes travaux. Ouais, bah oui, parce que en fait, je me dois d'assurer mon surnom qu'on m'a donné, qui est Positive Men. Et c'est un nom qu'on m'a donné il y a quelques années. Je le trouve plutôt bien, donc je l'ai gardé et j'essaye de correspondre à ce concept. Voilà. D'accord. Bon bah c'est cool. Je vais regarder un petit peu mes notes. Forcément, j'ai préparé des questions, donc tu m'en veux pas si je te regarde pas toujours dans les yeux. Vas-y. On va dérouler la chose en 2 étapes faciles. Hein. D'abord, ta vie, ton œuvre, j'ai envie de dire. ce que t'as réalisé, parce que t'as réalisé pas mal de choses quand même. Et puis ensuite, on parlera de ton projet actuel, ce qui semble être un combat. Ouais, non, c'est pas un combat. C'est une comment on va dire ça? Non, c'est pas un combat. C'est pas un combat parce que je me combats pas. Je cherche plutôt à emmener des gens avec moi qu'à les combattre. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, voilà. C'est positif. On en toujours. reparlera tout à l'heure. Ouais. Positive man is back. Les mots ont leur importance. Ouais, t'as raison. Bon, moi j'ai toujours un petit jeu au début pour détendre un peu le truc. C'est regarder sur Google. De te demander déjà si t'as déjà tapé ton nom sur Google. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Bon, quand on tape ton nom sur Google, on tombe sur un premier lien qui parle de passeur d'idées, consultant, conférencier. Donc ça, tu nous en parleras. Courir pour la planète, ça ressort quand même bien. Et c'est tes projets actuels. Une conférence TED. 2, ouais, même. 2. Il y en a une en Alsace et une à Caen. À Caen. Trop bien. Et alors, ton site Passerelle, il apparaît pas très haut par contre, lui. C'est peut-être parce que je fais rien pour qu'il. Ouais. Je fais rien. Pourtant, il est intéressant. J'ai pu le retrouver grâce à LinkedIn. Et alors moi j'aime bien, mon petit jeu c'est de trouver les homonymes. Est-ce que tu savais que tu as un professeur Philippe Moreau qui est au CHU de Nantes? Non. Et il y en a un autre qui est un peu plus médiatisé qui s'appelle Philippe Moreau Chevrolet, qui est journaliste et entrepreneur. Voilà, on l'entend en ce moment parfois à la radio, on l'entend voilà. Donc il y a plusieurs Philippe Moreau qui font parler d'eux en France.
Bon, je suis ravi de te rencontrer. Déjà parce qu'on est actionnaire de la même startup. Ah, Qui ça s'appelle, c'est bien, ça démarre bien. Ouais, ça nous fait un point commun. Time C'est- for the Planet, j'en parle à tous les épisodes maintenant. Ah ouais, mais t'as raison, parce qu'il faut en parler à tous les épisodes, parce que c'est la plus belle aventure du 21e siècle, Ouais. et on a la chance de pouvoir participer à cette aventure. Ouais, Donc t'as bien raison d'en parler à chaque épisode, ouais. parce qu'il faut surtout pas rater ça. Donc à vous les amis qui nous écoutez, allez voir ce que c'est que Time for the Planet et vous verrez que obligatoirement vous allez nous rejoindre parce que vous ne pouvez pas rater ça. Il y a eu l'époque de la Renaissance. Mm. Moi je m'étais dit souvent ça devait être sympa de vivre à l'époque de la Renaissance ou au siècle des Lumières. Ouais. Je me suis dit, ça devait être Des cool. grands bouleversements. Mais en fait, on se rend même pas compte que les bouleversements et les changements majeurs, ils sont dans chaque époque. Et nous, on a la chance d'être à l'époque où Time for the Planet naît et on fait partie de cette naissance. Donc Ouais. c'est absolument génial. Et je suis très très content de savoir que t'es mon associé. Ouais, on est de plus en plus nombreux. J'ai vu que ça marchait bien et je suis hyper content. Ouais. Et je vais avoir la chance d'interviewer, alors à distance cette fois, mais Arthur Aubeuf, que tu as Ah. rencontré aussi toi, Ouais, top. et qui est un type hyper inspirant pour moi. Bon, je t'ai dit, première étape, ta vie. T'es né où et quand? Alors je suis né dans un tout petit village dans l'Orne qui s'appelle Écouché. Et Ouais. je suis né chez mes parents. Moi, je suis pas né à l'hôpital. Ouais. Je suis né à la maison, donc c'était une des dernières fois, je pense, où Ouais, ça c'est- se faisait. Ouais. Donc je suis né le 24 mars 1962, donc j'ai bientôt 60 ans là. Et j'ai vécu dans ce petit village pendant 18 ans. Et, Ok. Et ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Donc pur produit normand. Pur produit normand et surtout pur produit de la campagne, on va dire, ce qu'on Ouais. appelait la campagne. Voilà. Mais moi Ouais. j'aime beaucoup. C'est pas un mot, c'est un joli mot, la campagne. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai une grande partie de ma famille qui vient de la campagne aussi et de Normandie. Donc, je suis ravi, vraiment très très content de venir dans ton coin aujourd'hui. Et puis, c'est magnifique ici. Ouais, en plus, ouais, j'y suis resté à la campagne. Ouais, c'est beau. Donc, tu grandis dans le coin, dans l'Orne, Ouais. j'imagine. Ouais. Et alors, avant qu'on parle de tes exploits, t'as dû avoir des débuts professionnels. Ouais, alors en fait, moi j'ai eu un parcours. L'ensemble de mon parcours est très atypique en fait parce que je pense que c'est ça qui m'amuse. En fait, moi j'ai été très tôt, je savais ce que je voulais faire. Moi, en fait, à peu près à 10-11 ans, j'avais déjà une idée très précise de ce que je voulais faire. Je voulais être prof de sport. J'avais rencontré un prof de sport qui m'avait beaucoup inspiré et je me suis dit, son métier est sympa, ouais, je ferais ça aussi, moi, je serais prof de sport. Donc, de 11 ans à 18 ans, j'avais une certitude en tête, je serais prof de sport. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait pour être prof de sport, c'est-à-dire passer le bac, je l'ai eu. Ouais. Passer, à l'époque, ça s'appelait l'UREPS, donc j'ai passé l'UREPS, je l'ai eu. Et puis, au bout de 3 mois, j'étais tellement cassé et démoli de partout que j'étais obligé de sortir. Parce que à l'époque, ils faisaient comme ça. Je pensais avoir la grosse condition physique et je l'avais pas en fait. Ils poussaient trop fort. Et ils ont poussé très très fort Ouais. et donc j'ai les claquages dans tous les sens, déchirures ligamentaires. Enfin bref, j'étais abîmé pas mal. Et donc après être parti sur une idée des certitudes, voilà, je serai prof de sport. J'ai démarré ma vie avec un échec Ouais. puisque je ne suis pas prof de sport. Et en fait, alors outre la claque que j'ai pris comme tout le monde au départ. Que j'ai pas aimé, hein, ça fait mal quand Ouais. on se rend compte qu'on s'est trompé de voie. Mais en fait, je me suis raccroché, donc comme quoi je dois être optimiste et positif depuis le début. Je me suis raccroché à ça en me disant, en fait, si j'ai bien compris, jamais rien ne sera gravé dans le marbre. Et tout bouge, tout est en mouvement, tout est changement. Et j'ai compris ça ce jour-là, donc j'avais 18 ans, donc c'est vachement bien à 18 ans de comprendre qu'en fait, la vie n'est que mouvement et la vie n'est que changement. Ouais. Donc, il faut arrêter de se prendre le chou quand ça marche pas comme on veut. C'est que ça doit marcher différemment, c'est tout. Donc voilà comment j'ai démarré mon parcours par un échec. Et puis après j'ai fait plein de petits boulots qui n'ont pas d'intérêt d'en parler. Ouais. J'étais boueur, j'ai vendu des assurances. Enfin voilà, je fais plein de trucs. Bah, Comment- qui devait être formateur. T'en tires des. Oui. Bah ça m'a surtout permis de me rendre compte que c'est pas ça que je voulais faire et que le truc qui me plaisait le plus c'était d'être entrepreneur en fait. C'était créer des trucs. Je voulais monter des projets. Donc quel est le plus beau projet? Monter une boîte, c'est un des plus beaux projets qu'on peut avoir à faire. Donc, j'ai monté une boîte, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Puis, Ouais. j'en ai monté pas mal. Et des petites, que des petites PME, mais je suis assez content. Voilà, pendant 30 ans, j'ai été donc ce qu'on appelle entrepreneur, et avec des réussites et des échecs aussi. Il y a des trucs que j'ai moins bien réussi que d'autres. Mais la société principale que j'ai créée en 89 est devenue numéro 1 français dans son cœur de métier en 2000. Donc sur un secteur d'activité où j'y connaissais rien du tout. Puis moi, je suis parti avec
avec zéro argent, parce que mon père était ouvrier, maman à la maison, donc ça règle le débat, il n'y a pas d'argent, point. Bootstrap, comme on dit. Donc c'est cool, en fait, ce que ça veut dire que sans argent et sans connaissance, on est quand même capable d'entreprendre et de faire des choses bien et de terminer numéro 1 dans quelque chose, donc c'est pas mal. Boum, déjà première leçon, c'est bien, c'est le sens. Alors, plein de choses intéressantes que tu as dites là, mais donc, ce que tu dirais peut-être aux plus jeunes d'entre nous aujourd'hui, c'est prenez-vous un échec le plus tôt possible. Ouais, bah bien sûr. En fait, il faut surtout pas se prendre la tête quand on se prend un échec. C'est surtout Ouais. ça le truc. Les échecs, de toute façon, je me tracasse pas. Ils en prendront. Ouais. Tout le monde en prend et on en prend à tout âge. Donc ça, c'est important aussi de comprendre que c'est pas parce que j'ai 60 ans aujourd'hui que les échecs sont terminés dans ma vie. Ouais. Évidemment qu'il y a des trucs qui vont pas fonctionner comme je le veux. D'ailleurs, en ce moment même, il y a le projet que je suis en train de faire et ça marche pas tout à fait comme je veux, mais ça va donc marcher différemment. Et le message que j'ai à passer aussi, il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est tenter, expérimenter. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Confucius, hein, donc Ouais. c'est très vieux. Expérimenter pour comprendre. Et oui, il y aura des choses qui vont pas marcher, mais ça n'a aucune importance. Vous allez de toute façon grandir, parce que quand on apprend des choses, y compris nos échecs, enfin ce qu'on appelle un échec chez nous, pays latin, Ouais. les anglo-saxons appellent ça un apprentissage, hein, mais Ouais. en fait on grandit toujours, c'est ça qui est important. Trop bien, ok. Et donc, tu nous parles d'une première boîte que tu as montée. Donc, tu as ton premier succès entrepreneurial, si je puis dire. Rapidement, c'était quoi cette boîte ? Alors, si tu veux qu'on revienne à la genèse, en fait, Ouais. comme je ne sais absolument pas ce que c'était que d'être entrepreneur, j'avais aucune notion même de ça. Pour être très honnête, je savais même pas ce que voulait dire le mot gestion. Ça, c'est pour dire à quel point j'étais nul. Le mot gestion, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, pour savoir ce que ça voulait dire, j'ai commencé par aller dans un club de créateurs d'entreprises, où là, il y avait des capitaines d'industrie, enfin, du moins ce que moi j'estimais être des capitaines d'industrie, et j'ai été me confronter à leur moquerie et à leur moquerie, on va dire ça comme ça. Parce que quand j'ai évidemment levé la main pour poser la question, mais que signifie le mot gestion, Ouais. forcément, ils me disent, mais attends, tu veux être entrepreneur, toi, et tu sais pas ce que ça veut dire. Aïe, aïe. Eh ben, je dis non, c'est pour ça que je lève la main, c'est pour ça que je demande, c'est parce que je ne sais pas. Et moi, depuis tout le temps, quand je sais pas un truc, je lève la main et je demande à celui qui sait. On Ça, gagne c'est un temps fou. une forme d'intelligence, déjà. C'est surtout qu'on gagne beaucoup de temps, puis mon ego ni mon orgueil n'en souffrent vraiment, en fait. Ouais. Et en fait, j'avance beaucoup plus vite en faisant comme ça. Voilà. Même si des fois on rigole un peu, mais c'est pas grave. Ok. Et du coup, Alors donc j'ai monté une première société qui s'appelait Sadecap Industrie. Donc j'étais dans le domaine du décapage industriel, donc rien de très comment on va dire ça, vibrant, on va dire Ouais. sur le papier. En fait, mon métier, c'était d'enlever de la peinture, les oxydations, les rouilles, tout ça, sur des supports, acier, pouvait être, bois, etc. Et principalement pour l'industrie. Bon, d'accord. c'est un métier comme un autre. C'était pas les graffitis dans les villes. Non, c'était pas ça. Non. Alors, là où je suis assez fier de ce parcours, c'est qu'en fait, quand j'ai créé ça en 89, il y avait 850 centres de décapage en France. Et beaucoup étaient, on va dire, comment je vais dire ça gentiment, c'était pas très respectueux de l'environnement, quoi. On va dire ça comme ça. Or moi, j'aime la nature depuis que je suis tout petit. Je suis pêcheur, no-kill, donc je suis pêcheur pour aller au bord de l'eau en fait. Ouais. Et donc je précise, pardon pour ceux qui nous écoutes, no-kill, ça veut dire qu'on relâche le poisson une fois qu'on l'a saisi. Alors sauf si vraiment il est abîmé, auquel cas c'est stupide, on le garde, mais sinon quand je le relâche. Et donc je me voyais pas faire un métier irrespectueux vis-à-vis de la nature. Je me voyais pas le faire comme ça. Donc j'ai passé 30 ans de ma vie à rendre ce métier respectueux et respectable. Et c'est certainement aussi pour ça que j'ai fini numéro 1 français au finish. Parce que d'abord, de 850 centres, on est passé à 10 à peu près. Et sur les 10, il y en avait déjà 3 qui étaient à moi. Donc voilà, j'avais pris un petit peu de place sur le secteur. Et j'étais devenu la référence dans ce cœur de métier. Donc là, ouais, ok, intéressant. Et tout au culot. Ouais, tout. Alors, je sais pas si le culot c'est le bon terme, mais tout avec beaucoup d'envie surtout. Ouais. Beaucoup d'envie et beaucoup d'enthousiasme, et surtout beaucoup de besoin de comprendre comment fonctionnent les choses. Et moi, je suis un curieux. Hein, tout m'intéresse. Et c'est d'ailleurs ça finit par être un problème, même parce qu'il faut que je sélectionne. Ouais. Mais tout m'intéresse, donc. C'est la curiosité moi qui m'emmène, et dans ce métier-là en fait il y avait des choses que je comprenais pas. Je dis mais pourquoi on fait ça de cette façon-là, pourquoi il y a certainement moyen de le faire sans polluer, il y a moyen de le faire en générant un déchet un peu plus intelligent, ou du moins de réutiliser le déchet. Enfin voilà, donc j'ai passé 30 ans à réfléchir comment on pouvait faire ce métier plus intelligemment, plus respectueusement, et donc
j'ai innové, j'ai appris, j'ai découvert, j'ai lu, j'ai regardé des gens faire, j'ai appris aussi de ce qui était pas bien. Donc j'ai été regarder en faisant des erreurs, encore une fois. Ouais, alors je suis content, on n'ait pas fait trop sur ce milieu-là. J'en ai pas fait trop. J'en ai fait, mais pas trop. Mais j'ai surtout profité beaucoup des erreurs des autres pour pas les faire, moi. Donc, je te donne un exemple. Moi, en ce moment, j'apprends à être entrepreneur depuis 1 an. Et les erreurs que je fais, c'est souvent au niveau ressources humaines. T'as appris tout ça sur le tas, j'imagine? Oui, j'ai appris tout ça sur le tas. Et les ressources humaines, en fait, c'est très paradoxal, les ressources humaines, parce que c'est ce qu'il y a de plus jouissif dans l'entrepreneuriat. Oui, parce que c'est les relations humaines. C'est vraiment ce qu'il y a de plus jouissif, c'est quand tu finis par trouver les gens avec qui tu as envie de bosser, quand tu arrives enfin à construire des cercles proches qui sont de belle qualité, et qualité, je mets des guillemets parce que c'est un jugement, une qualité, mais que moi j'estime être de qualité, et que les gens surtout estiment cette qualité réciproque, c'est-à-dire que j'ai envie de travailler avec eux et ils ont envie de travailler avec moi. Ouais, c'est ça, de leur donner envie. Quand on arrive à ça, c'est hyper jouissif. Ouais. Mais le paradoxe, c'est que pour arriver à ça, c'est super dur, parce qu'en fait on se trompe énormément de fois, parce que la nature humaine et la relation humaine, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et en fait, ça serait pas si compliqué si tout le monde était vrai. Si on était tous vrais, très honnêtes et très sincères, avec nos qualités et nos défauts, ça marcherait beaucoup mieux. En fait, le souci, c'est que on passe notre temps à baratiner. D'abord soi-même, on se baratine, on est les champions du monde de baratin, ça c'est clair. Et puis on baratine l'autre. Mais en fait, parce qu'on nous apprend à faire comme ça. C'est ça qui est terrible. On nous apprend ça à l'école. On nous apprend ça quand tu vas à Pôle emploi, on t'apprend à faire faire semblant CV d'être quelqu'un d'autre. Et à faire on fait des simulations d'entretien. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, pour que les entretiens d'embauche se passent le mieux possible et le plus efficient possible, j'avais qu'une seule question à poser, en fait. Et la première question que je posais, c'était bonjour, comment vas-tu? Et dis-moi qui tu es. Et après, je me tais. Parce que si je dis voilà ce que j'attends, voilà ce que je veux, etc., l'autre il a été formaté pour répondre à mes besoins, donc forcément il va me baratiner. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est comment vas-tu, parce que c'est important de demander aux gens comment ils vont, et parce que souvent ils sont stressés quand ils vont à un truc d'embauche. Donc déjà je leur dis détends-toi, c'est cool, tu vois, on va discuter ensemble, ça va être impeccable. Et puis moi je veux juste savoir que tu me racontes qui tu es, et après je me tais. Et comme ça, il est obligé de se dévoiler. Voilà. D'accord. Avec ses qualités, avec ses défauts. Et qui me dit que ses défauts, en fait, c'est pas ce que je cherche, en fait, comme qualité. Tout le monde fait. Voilà. Moi, une question que je pose toujours, c'est une mauvaise journée. Est-ce que tu as connu un échec et comment tu l'as géré dans tes précédentes expériences? Ouais, mais après, on n'a pas tous la même notion de ce qu'est un échec. Oui, c'est vrai. Mais c'est rigolo aussi de comprendre ça. De voir ce que lui considère comme étant un échec. Ouais, mais c'était pour rejoindre le fait que, en effet, la partie échec dont tu as parlé avant, je trouve qu'elle est importante dans une vie. Ok, et c'est très intéressant. C'est une question que je voulais te poser plus tard pour tes projets sportifs. Comment t'arriver à fédérer, à rassembler des gens autour d'un projet, mais on y reviendra. Donc, on peut passer un petit peu justement à cet aspect sport. Donc, tu disais qu'en fait, ça t'est venu très tôt. Tu voulais être prof de sport. Tes premières ta première expérience sportive, c'était la course à pied? Non, du tout. Non, moi, je te dis, je suis bourré de paradoxes, moi. Moi, j'ai une énorme particularité, c'est que aujourd'hui, je cours depuis à peu près 16 ans. Je suis à peu près à 65 000 km de fait depuis que je cours, donc je suis en train de faire mon 2e tour du monde. Et en fait, la particularité, c'est que je détestais ça. Je détestais courir, mais vraiment je détestais ça. Alors moi j'ai toujours fait du sport, hein. Toujours, j'ai fait 30 ans de handball, parce que le handball c'était vraiment mon sport. J'adorais ça, et j'adore toujours, mais c'est plus compatible avec ce que je fais maintenant. Mais je continue de suivre nos superbes équipes nationales, parce qu'on a la chance d'avoir des équipes de ouf, donc ça c'est top. Mais avant je faisais ça, et la course à pied ça m'ennuyait à mourir. Et en fait je me suis mis à la course à pied il y a donc à peu près 16 ans. Encore une fois, sur un truc qui paraît bizarre, c'est que j'ai eu un problème de santé, peu importe lequel, et j'avais une jambe qui commençait à se paralyser, donc je me suis fait opérer, enfin bref, et j'arrivais pas à me remettre au sport. Je suis resté 16 mois inactif, donc quand tu es habitué à faire du sport tous les jours, rester 16 mois inactif, c'est très dur. Donc j'ai pris 10 kilos, je devenais con, je devenais gris, terne, enfin bon, je devenais pas un mec bien. Et puis heureusement, je suis bien entouré, donc j'ai des amis, dont un de mes potes qui était mon kiné, qui me dit écoute, si tu changes pas de comportement, on arrête d'être potes parce que tu deviens trop con.
Bon, alors ça met une claque. Donc ça, c'est important, j'accepte d'entendre ça, parce que c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, donc j'accepte d'entendre ça. Et il me dit, et c'est là où tout a démarré en fait, ma vie d'aventurier et de sportif a démarré là. Il me dit, écoute, t'es un mec à challenge, toi, donc il faut que tu trouves un nouveau challenge. Et toi, t'aimes bien gérer les impossibles. Qu'est-ce qui est impossible pour toi en ce moment? Voilà, c'était sa question, c'était Hervé. Et je lui dis, bah écoute, ce qui est impossible pour moi, c'est le chirurgien qui me l'a dit. Il m'a dit que je pouvais reprendre le sport après mon opération, mais il fallait que j'évite la course à pied. Et je lui ai répondu très honnêtement, ça risque pas, je déteste ça. Donc j'étais très honnête en le disant. Et mon pote kiné me dit, bah voilà ce que tu vas faire, tu vas te mettre à courir. Et j'ai dit, mais t'es con quoi. Le chirurgien, il m'a dit, je pouvais pas. Non, mais moi, je suis ton kiné, moi, je m'occupe de ta rééducation, et moi, je te dis que tu peux. Donc, tu vas faire ça. Donc, il a réussi à me convaincre. Donc, bon, après, il n'a pas mis trop longtemps. Hein, mais... Donc, j'ai dit, ok, bon, allez, je vais me mettre à courir. Et après, il me dit, qu'est-ce qui, pour toi, dans la course à pied, est complètement injouable? Et moi, à l'époque, faut se remettre à l'époque, les mecs qui faisaient des marathons, je trouvais ça complètement délirant, moi. 42 km non-stop, j'ai dit, mais ils sont cinglés, les mecs, ils sont fous furieux. Moi, quand je fais 10 bornes, je suis mort. Donc, il me dit, bah voilà ce que tu vas faire, tu vas faire un marathon. Et j'ai dit, t'es con, vraiment. Et puis bon, il me convainc. T'as quel âge à ce moment-là? Bah, j'ai 16 ans de moins, toi, donc 60 moins 16, ça fait combien? Ça fait 44. 44 ans, tu vois. Et je lui dis, écoute, si j'en fais qu'un, autant faire un mythique, lequel tu me conseilles? Il me dit, si tu fais qu'un mythique, fais New York. New York, ouais. Donc je me suis inscrit à New York, il m'a réappris à courir. Et là tu te dis pas, putain, en plus faut payer pour souffrir. Non, je me dis pas tout ça. Non, en fait, je trouve que le challenge, je le trouve plutôt fun. Bien, en fait, ouais. Moi qui aime pas courir, je vais me mettre à courir et je vais directement attaquer par un marathon. Donc allons-y, quoi, tout ou rien, quoi, boum. Et en fait, donc, il m'a réappris à courir parce qu'en fait, je courais mal, très très mal, parce que je me débarrassais de la course à pied vu que j'aimais pas ça. Donc, il m'a réappris à courir et puis je me suis retrouvé à New York et puis j'ai fait mon marathon et puis là, il s'est passé un truc marrant. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée à Central Park, j'ai dit bon, ça y est, c'est bon, je l'ai fait. Maintenant, c'est bon, on passe à autre chose parce que ça va. Mais j'étais quand même content de l'avoir fait. J'avais ma médaille autour du cou, j'étais heureux. Et t'as chialé à la fin ou pas? Pas ce jour-là. Un petit peu, mais pas beaucoup. Les autres fois, oui, beaucoup, mais pas là, un petit peu seulement. Et j'étais content d'avoir atteint le truc, quoi. Mais voilà, j'ai dit, maintenant stand-by. Enfin, on fait autre chose, on passe à autre chose. Et puis je prends le métro pour rejoindre mon hôtel. Et là, il se passe un truc énorme qui a fait toute la différence. C'est que les New-Yorkais, quand tu vas courir dans leur ville, les New-Yorkais sont amoureux de leur ville. Et donc, ils sont honorés quand tu viens courir dans leur ville. Et même si, comme moi, tu termines 32 millième, ou enfin, je sais pas combien que j'étais, mais, enfin, j'étais très loin, j'ai fait ça en 4 heures, donc j'étais très loin dans le classement. Et ben, dans le métro, qu'ils ont vu ma médaille, ils m'ont applaudi. On dit, good boy, amazing, et tout ça. Enfin, tu vois, la totale, quoi. Et je dis, mais c'est moi qu'ils applaudissent. Et oui, c'est moi qu'ils applaudissaient. Et je dis, c'est fou, quand même, ce truc. Et de là, dans le métro, je me dis, j'en ferai peut-être un deuxième. Et puis, depuis, voilà, j'ai jamais arrêté. Et en fait, j'ai fait très peu de marathons parce que je suis passé à l'ultra quasiment dans la foulée, quoi. Ouais, ok. C'est bon pote Hervé, déjà. Ouais. C'est bien d'avoir ça entouré. On a couru 10 ans ensemble après. Ouais. Trop bien. Waouh. Du coup, ok, premier marathon New York, tu vises pas un temps et très bien, mais ça te fait tomber amoureux de la course. C'est les New-Yorkais qui te font tomber amoureux de la course, exactement. Entre guillemets. Ok, donc ça c'est le déclic. J'allais te poser la question juste après. Aujourd'hui, ta spécialité c'est la longue distance. Ouais, c'est l'ultra. C'est l'ultra. J'imagine qu'on vise moins le chrono dans ces cas-là. Ah, on vise pas enfin, si, il y en a qui le font pour gagner. Hein. Moi non, moi de tout temps, je me suis mis à faire de l'ultra en disant mon objectif c'est d'être finisher. Moi, je veux terminer mes courses. Tant que j'étais avec Hervé, on a couru 10 ans avec Hervé ensemble, on terminait nos courses main dans la main. Ça, c'était notre grand truc à nous, on les terminait main dans la main. Mais en fait, même sans chercher à faire des places, on a quand même fait quelques places sympas, puisque moi, avec Hervé, on a été les premiers Français à aller faire le marathon du pôle Nord, c'est-à-dire le marathon le plus froid du globe. Donc, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un marathon là-bas. On va en parler, moins 40 degrés, c'est ça? Ouais, moins 40. Donc, c'était rigolo parce que, en fait, une fois que tu te rends compte qu'il y a un marathon qui est organisé là-bas, tu te dis, faut le faire. On va le faire, nous. En plus, surtout quand tu te rends compte qu'aucun Français l'a fait. Donc tu dis, tiens, moi qui suis un lambda, moi qui suis un kidam, je suis un monsieur tout le monde,
une fois dans ma vie, Je peux devenir je vais- le je premier vais- Français. Je vais être le premier Français à faire un truc. Ah ouais. Et ça, c'est fun, quoi, comme Bah souvenir. ouais, tu ouais, vois. ouais. Et moi, en fait, au départ, avec Même Hervé, comme accomplissement, c'est une fierté, non? ouais, on n'en était pas dans l'accomplissement. Franchement, nous, on cherchait à se faire des beaux souvenirs. Ok. Avec Hervé, on a monté un team qui s'appelait No Limit Team. Ouais. Et on s'est dit, bah voilà, on va aller chercher les impossibles, tous les deux, et puis pour se faire des beaux souvenirs, quoi. En fait, ma motivation première, c'était de me dire, quand j'aurai des petits enfants et qui diront, dis donc, papou, raconte-moi une histoire, et ben je raconterai pas Alice au pays des merveilles, moi je raconterai mes histoires à moi, ça sera Ouais. beaucoup plus fun. Ah. Et c'est ça mon idée de départ, en fait, c'était d'aller me chercher des beaux souvenirs, et j'en ai trouvé des beaux. Hein. Papou, c'est le premier à avoir fait un marathon à moins 40. Ouais. En France. Ouais, et puis en plus, je sais pas si t'as regardé, mais on a bien fini en plus, tu vois, parce que Bah, j'ai cherché un peu, j'ai du mal à trouver ton palmarès complet. Donc, non, mais c'est parce que je le mets nulle part. Donc ouais, c'est ça. normal que Bah, tu. du C'est coup, normal je que comptais sur toi pour me le raconter. Non, moi en fait, ça m'intéresse pas de montrer mon palmarès, mais j'en suis content hein, Ouais. de ce que j'ai fait. Mais donc au pôle Nord, on était 54 concurrents Ouais. de 12 nationalités différentes. Oui, donc déjà, c'est pas le marathon de New York où il y a 10 000 Non. personnes. Ah bah, Oui, il y en New a York, plus. c'est 40. Oui, c'est 40, je crois, ouais. Non, là, c'est des comités Restreint. très restreints. Donc, on est 54 concurrents, 12 nationalités. Et sur ce marathon de New York, du pôle Nord, on termine 4e avec Hervé, quoi. Donc, c'est honorable. C'est Plus plus qu'honorable. qu'honorable. Nous, Ouais. on visait le milieu de tableau, tu vois. Ouais. On voulait être finisher tous les deux, point, milieu de tableau, parce qu'on n'est pas des pros. Et puis, puis lui, là, il est kiné, moi j'avais mes boîtes à gérer, enfin, j'ai une famille, tu vois, donc je peux pas non plus m'entraîner 8 heures par jour, enfin voilà. Donc on reste des amateurs. Donc terminer 4e quand t'es amateur, bon, c'est cool, quoi. Et puis bah, l'aventure a vraiment démarré là, parce que c'est vraiment le premier truc un peu fou d'aller faire ce marathon du pôle. Et puis Richard Donovan, qui est l'organisateur de cette course, vient nous voir et nous dit, les gars, j'ai adoré que vous soyez là, des latins enfin dans ma course, moi j'ai que des anglo-saxons, ça fait du bien, je suis content, et j'organise une autre course de l'autre côté, j'aimerais beaucoup que vous veniez. Je dis, comment ça de l'autre côté? Il dit, de l'autre côté, en Antarctique. Et puis comme vous aimez les extrêmes, j'organise en fait 3 courses, un semi-marathon, le lendemain un marathon, et le lendemain un 100 km, le tout en conditions polaires. Donc ça forcément, c'est tentant. Alors on s'est inscrit aux 3 courses, et en plus ça faisait une première mondiale, puisqu'en fait personne au monde n'avait jamais fait le pôle Nord et le pôle Sud la même année. Ouais. Et là la course du pôle Nord c'était en avril, et l'Antarctique c'était en décembre. Donc on s'est dit, bah, une première mondiale, une fois dans notre vie aussi, comme souvenir, ça va être marrant, quoi. C'est quoi le temps de préparation pour ce type d'événement? Bah, en fait, moi je m'entraîne quasiment tous les jours. Ouais. Donc en fait, ce qui compte, c'est de travailler beaucoup la fréquence des entraînements avant de travailler toute forme d'intensité. Donc il faut beaucoup travailler la fréquence. Après avoir fait un gros travail de foncier au préalable, avec tu vas au stade, tu fais des 400, 200, ouais, du fractionné, j'en ai bouffé bien pénible, peu, mais qu'il faut faire pour gonfler un peu ton cœur, parce qu'en fait moi l'idée c'est de courir longtemps, donc il faut que mon cœur soit un peu plus gros pour qu'il batte le plus lentement possible. Ouais. Donc moi aujourd'hui j'en suis arrivé à courir à 9,5-10 pendant des heures et des heures, et mon cœur bat entre 98 et 115, 116. Ouais. Donc ça, c'est des battements par minute pour ceux qui sont pas de la course à pied. Par minute, voilà. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que tu fais des fractionnés et puis à un moment t'arrêtes et tu fais plutôt de la. C'est-à-dire que ton fractionné, ton travail peut rester si tu l'entretiens avec juste de la course. En fait, j'ai même plus besoin d'entretien, c'est-à-dire que j'ai fait un énorme travail de fractionné au début pour gonfler mon cœur, pour qu'il soit le plus gros possible, bien pour battre le plus lentement possible. Voilà, c'est ça l'idée. Au lieu de faire pou 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 pou, bah, il fait pou 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 pou. Voilà. Et là, bah, quand j'atteins ce rythme-là, bah après les distances, la longueur sur la route, c'est pas grave en fait, parce que comme le cœur ne bat pas vite, bah après c'est les cuisses, les genoux, les mollets, les tendons qui font mal, mais ce qui compte c'est protéger son cœur, quoi. Ok. Donc j'ai d'abord commencé par ça, et puis après j'ai continué de faire de la fréquence. Surtout en ce moment je prépare un gros projet, parce que je pars dans 1 mois là, et donc là je suis à 20 km tous les matins pour démarrer ma journée. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est mon rythme. Ouais, j'imagine. C'est bien. Et les articulations, t'es bien suivi, quoi. Ouais, mais encore une fois, moi j'ai 60 ans, donc tu imagines bien, 60 ans, dont 30 ans de handball. Ouais. Et 65 000 km au compteur, tu vois, en course. Bah forcément, j'ai des bobos partout, c'est évident que j'ai des bobos partout. Ça pique un peu, mais si on s'arrête dès que ça pique un peu, on passe notre vie à s'arrêter, quoi. Donc moi, je suis parti du principe que piquer, ça fait partie du jeu.
Alors piquer, hein, c'est une grande différence entre piquer et souffrir. Hein. Ouais. Piquer, ça fait partie du jeu. Souffrir, je suis comme tout le monde, j'aime pas ça. Par contre, piquer, c'est normal, quoi. Voilà, tu t'enquilles pas des kilomètres tous les jours comme ça sans que ça pique un peu. Ouais. Mais moi, je dis que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai du ressenti et donc je suis pleinement vivant. Ouais, donc tu connais bien ton corps et t'arrives à savoir quand c'est une souffrance normale due à la fatigue et plutôt que un tendon qui commence à s'inflammer et là ça peut être chiant sur la longueur. Voilà. Bon, après, moi, je vais un peu jusqu'au boutiste, donc je vais plus loin que la normale, on va dire. Ouais. Tu vois, quand j'ai traversé l'Australie il y a 4 ans, j'ai terminé avec une déchirure au tendon d'Achille. Oui. Et il me restait 300 km à faire. Ah bah on va en parler, ouais. Ouais. Oh la vache, ah ouais, Ouais, mais après j'avançais plus. Hein. J'ai regardé le film, mais on en parlera. Ok, hyper intéressant. Enfin, on est direct rentré dans le vif du sujet, le sport. No Limit Team, j'avais noté, et c'est marrant sur ton compte LinkedIn, il a 16 ans en effet, l'expérience. Bon, donc tu commences par New York, ensuite tu te balades au pôle Nord et en Antarctique. Pôle Nord, Antarctique, puis après j'ai décidé de faire tous les extrêmes qu'il y avait partout sur la planète. Ouais. Donc on avait fait l'extrême froid, parce que au pôle Nord il faisait moins 40, donc c'est l'extrême froid. Après on a voulu tâter l'extrême chaud, donc l'extrême chaud, il y a une course mythique qui s'appelle la Badwater. Ouais. La Badwater, c'est la course réputée la plus dure au monde. Alors ils sont 2 ou 3 à se battre le titre, mais enfin bon, je sais pas si c'est la plus dure, mais enfin en tout cas elle est copieuse. C'est la traversée de la vallée de la mort aux États-Unis, donc il fait au mois de juillet évidemment. 50 degrés. C'est pas drôle, il fait 50 degrés, le sol à 90 degrés tout le temps. 217 km, 4000 positifs, donc voilà, c'est quand même chaud bouillant l'histoire. Et, tu le fais en combien de temps ça ? En 46 heures 52 minutes de mémoire, si je me souviens bien. Et oh la vache, et il y a des mecs qui y restent ou ? Non, alors si tu fais ça sérieusement, pas de risque. Il y a pas de risque. Ouais, si tu fais ça pas sérieusement, et il y a des mecs qui l'ont fait pas sérieusement, ils ont fini à l'hosto. Il y en a qui sont morts même. Ouais, donc, ok. Mais si tu fais ça proprement, sérieusement, avec une équipe qui te surveille, qui prend soin de toi, qui te met de la glace dans le cou, qui te mouille le plus possible, qui t'oblige à boire, qui surveille que tu tombes pas, etc. Ouais, ma foi, ça le fait. 50 degrés, ok. Bon, donc là, et t'adaptes tes entraînements, du coup, j'imagine. Ouais, bien sûr. J'allais te parler de ça d'ailleurs. Alors peut-être que, pardon, tu voulais parler d'autre chose sur l'entraînement. Je parle de ce que tu veux, moi. L'aspect mental. Forcément, t'en parles, tu dis quand ça pique, quand j'ai de la vraie douleur. Ouais. Est-ce que t'es un adepte de la méditation, comme beaucoup ? Alors oui et non. C'est-à-dire que la méditation, comme on l'entend, je suis incapable de la faire. Ouais. J'ai essayé, hein. Ouais. J'ai expérimenté le truc, c'est vraiment pas mon truc. Ouais. J'y arrive pas. Par contre, en fait, je passe mon temps à méditer, en fait. Moi, je fais de la méditation en courant. Ouais. Moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça, en fait, mais en fait, c'est de la méditation. Après, je prends de plus en plus de temps aujourd'hui à aller me mettre face. Je suis très dans le contemplatif, donc moi, j'aime bien me mettre au haut d'une montagne, regarder le paysage pendant 1 heure, passer du temps à respirer. Voilà, ça aussi, c'est de la méditation, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà. Ouais. Voilà. Donc j'en fais en fait, mais pas comme on le voit ou qu'on l'entend. Voilà. Et t'avais un préparateur mental à l'époque, quelqu'un qui t'accompagnait là-dessus ? Non, c'est non, tout non. toi-même. Moi, je suis autodidacte dans tout. Ouais. Dans le business, je suis autodidacte. Dans mon métier de passeur, enfin, on appelle ça conférencier, comme on veut, mais je suis autodidacte aussi. J'ai pas voulu me former pour. Et dans mon métier de sportif, dans mon activité de sportif, je suis pareil, je suis autodidacte et j'ai jamais eu. Alors, j'ai eu des préparateurs il y a 4 ans pour l'Australie. Et parce qu'ils sont venus me voir pour me proposer leur aide. Ah, voilà. Trop bien. Ok. Mais avant, j'en avais pas. Et pour répondre à ta question du mental, alors il paraît que j'ai un mental de dingue, mais moi je m'en rends pas compte en fait. Ouais, j'imagine. C'est mon équipe que j'emmène avec moi à chaque fois qui me dit mais ton mental est fou quoi. Ouais. Voilà. Mais moi je me rends pas compte de ça. Ok, alors j'allais revenir sur ton palmarès, même si, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux, mais avant j'avais noté que moi j'ai refait par rapport à ton profil LinkedIn, tes différentes expériences pro, tu passes expert du dépassement de soi, expert de l'audace et de la prise de risque, et donc là j'imagine que tu montes une boîte et que tu vas aller conseiller un peu les entreprises. Alors je conseille pas parce que j'ai pas cette prétention. En fait. Comment je vais t'expliquer ça ? Quand j'ai créé ma boîte en 89, moi, dans tout ce que je fais, je mets des deadlines. Ouais. Dans tout ce que je fais. Pour pouvoir mettre beaucoup d'intensité dans ce que je fais. Ouais. Donc, si j'ai pas de deadline, j'ai beaucoup de mal à y mettre de l'intensité. Bah ouais. Donc, quand j'ai créé ma boîte, j'ai dit, je fais ça à fond la caisse pendant jusqu'à 50 ans, quoi. Jusqu'à mes 50 ans. Et puis, à 50 ans, je changerai d'activité et je chercherai une activité, entre guillemets, ludique. Voilà.
je me suis dit à 50 ans, normalement, si tout va bien, j'aurai à peu près réussi mon parcours. Et je pourrais donc me permettre d'avoir une activité 100% ludique. Même si entrepreneuriat, c'était très ludique pour moi. C'était hyper chaud bouillant, c'était compliqué, il y a eu beaucoup de galères, mais j'ai trouvé ça fun à faire. Et donc, quand j'ai commencé à faire mes courses, on a commencé à me demander à les raconter. Et donc je les raconte, et comme ce qui me caractérise, c'est un petit peu mon enthousiasme et mon exaltation, les gens m'ont dit, tu racontes avec tellement d'énergie, c'est l'intensité. Tu devrais en faire ton métier. J'ai dit, mais très honnêtement, je me suis dit, mais tu sais, c'est le syndrome de l'imposteur, comme on a tous. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? Je mets un pied devant l'autre, c'est tout ce que je fais. Je fais rien d'exceptionnel. Mais il me dit, si tu fais des trucs exceptionnels, il faut que tu racontes ça. Bon, alors j'ai fait une première tentative, parce qu'on m'a demandé de le faire avec des amis. Je l'ai fait, j'ai bien vu que ça a emballé tout le monde. Bon, alors j'ai continué, puis après on m'a dit, il faut que tu ailles dans telle structure pour être formateur. Ah bon, alors j'y étais. Donc voilà, je suis donc expert maintenant en dépassement de soi. Bon, c'est des grands termes tout ça, mais oui, non, mais c'est expert sur l'audace, voilà. Donc je fais des interventions d'entreprise, mais je donne pas des conseils. Je fais des interventions d'entreprise pour aller expliquer en fait que les personnes qui sont en face de moi sont comme moi, c'est-à-dire, alors là, attention, prétention à mort, attention, exceptionnels. Mais je vois ces gens-là sont exceptionnels. Les gens toi, t'es un mec exceptionnel, évidemment. Et tous les gens que je côtoie sont des gens exceptionnels. La preuve en est, c'est que moi-même, je suis apparemment, c'est les autres qui le disent. Je suis un mec exceptionnel, je fais des trucs exceptionnels. Donc si moi je suis capable de faire ça, ça veut dire que tout le monde est capable de faire des trucs de dingue. Donc mon boulot, en fait, c'est juste d'aller dire aux gens, vous êtes exceptionnels, vous avez des potentiels de fou. Est-ce que vous le savez? Je suis pas sûr. Est-ce que vous avez cherché? Je suis encore moins sûr. Et si vous avez cherché, est-ce que vous avez trouvé le bouton power potentiel? Est-ce que vous l'avez trouvé, ce bouton-là? Pas sûr encore. Non. Et alors encore moins sûr, est-ce que vous avez eu le courage d'appuyer dessus? Parce que quand tu appuies sur le bouton power potentiel, ça va un peu bousculer ta vie, quoi. Ça va un peu la chahuter. Et malgré tout ce qu'on peut dire, on vit dans un super beau pays et on vit dans un pays de confort. On peut dire tout ce qu'on veut. On vit dans un pays où il n'y a pas de guerre, où on a tout un tas de couvertures dans tous les sens, où ça va bien, on a à peu près tout à disposition, etc. Donc on vit dans un pays de confort, quel que soit le curseur où il est, on est quand même à peu près dans le confort. Et donc, appuyer sur le bouton power, ça veut dire qu'on va peut-être bousculer ce confort. Et donc ça fait peur aux gens. Et le maître mot, c'est la peur. Hein. C'est 80% du problème. C'est ça. Et en fait, les gens osent pas faire ça. Mon métier, c'est pas d'aller donner des conseils, c'est d'aller dire, vous êtes exceptionnel, appuyez sur le bouton, votre vie va être géniale. Voilà. Et je raconte ça avec des histoires que j'ai vécues. C'est-à-dire que je raconte pas dans mes confs des trucs que j'ai lus dans les livres. Ça, je lis évidemment comme tout le monde. Mais lire des bouquins, tu sais le faire, tout le monde sait le faire. Donc, moi, je sais pas trop, mais il y a pas, mais si, il y a YouTube aujourd'hui. Fais-moi penser, je vais t'en offrir. Je vais t'en offrir peut-être même 2. Tiens, c'est sympa ça. Tu m'offres déjà plein de choses là. Je t'offrirai 2 bouquins. Comme ça, tu liras. Et lire, c'est à la portée de tout le monde. Non, moi, ce que je viens quand j'interviens dans les entreprises, je viens raconter ce que j'ai vécu avec mes tripes. Voilà, j'ai un gros parcours avec plein de trucs super fun, trucs sympas, génial, et des trucs pas génial du tout. Donc je viens expliquer que ça j'ai fait, c'est pas génial, évitez de le faire. Ça j'ai fait, c'est top niveau, faites-le quoi. Allez-y, bing, allons-y, à foncer. C'est ça mon boulot. C'est pas de donner des conseils, c'est de donner envie d'aller plus loin. Je retiens un petit peu ce que j'ai bien compris. Tu dis aux gens, devenez exceptionnel, mais pour devenir exceptionnel, il faut passer par une phase de douleur. Un petit peu. Faut savoir se faire un peu mal. C'est pas une phase de douleur. Il faut accepter. Le maître mot, c'est l'acceptation. Parce qu'en fait, les gens veulent pas accepter des choses. Faut accepter que ça va chahuter. Mais en fait, le chahut, pas de la douleur. Non, c'est pas de la douleur. Ça va juste chahuter. Ça va piquer. Ça va de l'inconfort. Alors, mais tu sais, la vraie zone de confort, c'est quand t'es toujours un peu dans l'inconfort. C'est ça la vraie zone de confort. C'est quand ça pique un petit peu tout le temps. C'est ça qui est top. Et en fait, les gens ne veulent pas faire ça. C'est parce que c'est compliqué, parce qu'il y a un crédit sur le dos, parce qu'il y a des habitudes qui sont prises, parce qu'il y a une certaine stabilité qui sont prises. Et quand tu commences à vouloir aller tâter de ton aspect exceptionnel, forcément à un moment donné, on va te dire des choses qui vont pas te plaire. Tu vois, moi régulièrement, mais très régulièrement, on me dit des choses qui sont
pas cool. Ouais. Tu vois, Ouais. en gros, on me dit, t'es que là, t'es nul. Ouais. Là, t'es pas bon. Ouais. Là, tu vois, des fois, on dit, t'es nul. Ouais. Et comme j'ai choisi la personne qui est en te train de dit me ça. dire ça, Ouais. le premier truc que je fais, c'est que j'accepte d'entendre ça. Hmm. Je suis nul, ok. Parce que tu peux pas envisager te modeler, te remodeler, et t'adapter et te motiver dans tout ça si d'abord tu commences pas par accepter ce qu'on te dit. Ouais. Parce que ça veut dire que tu vas être sur les freins en permanence et donc tout est faussé d'entrée de jeu. Donc le premier truc qu'il faut faire, et ça c'est qu'on se fout de l'âge à laquelle on a, Hmm. on accepte d'abord si tu t'entoures correctement, évidemment. Tu t'acceptes. Moi, j'accepte pas ça d'un mec qui vient me dire des trucs. Je connais Dinadi Adam, il me juge sans savoir. Ouais, Non. c'est bien se faire entourer. Et, Mais les gens qui m'entourent ou les gens que je choisis dans mes cercles, si quelqu'un me dit t'es nul sur ce que t'es en train de faire, eh ben j'écoute ça. Ma Ok. femme est spécialiste dans la matière. Spécialiste. Bon, bah, c'est hyper inspirant. Super. J'essaye d'avancer un peu. Moi, je suis bavard, hein, excuse-moi. Ouais, non, mais je m'étais demandé juste une question plutôt business, comment on vit de ça, mais du coup, en fait, c'est ça, c'est tu fais des conférences, il y a des gens qui t'invitent, et c'est un autre truc que je voulais souligner, parce que tu l'as pas dit, mais tu l'as fait comprendre, et c'est intéressant pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, t'as pas voulu être conférencier, c'est Non. tes actes Ouais. qui t'ont mené, et ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis très partisan de ça en ce moment, je me dis, tout ce qu'on fait, il y a des gens qui rêvent de faire plein de carrières, en fait, fais quelque chose, Ouais. et ça aura un impact, ça aura des répercussions. Exactement. Toi, ça t'a créé une carrière, en fait. Ah, mais pas une carrière, ça m'a créé des opportunités en pagaille, Ouais. pagaille. C'est pas toi qui l'as allé chercher. Tu sais, Ouais. je dis tout le temps la même chose à tous ceux qui m'interpellent sur le sujet. Les gens, je leur dis, vous savez, la solution, en fait, elle est dans le mouvement. Ouais. La solution est dans le mouvement. L'homme est fait pour être en mouvement. On n'est pas fait pour être statique, posé, immobile, tu vois, attentiste. On n'est pas fait pour ça. Faut pas attendre que l'État, la religion, Ouais, papa, c'est- maman, ma femme, mon mari, je sais pas. Mettre dans le bec. Fake. Non. Le truc génial, c'est que ta vie, elle est dans ta main. Et c'est toi qui vas gérer ça. Et tu vas le gérer uniquement en étant en route. Donc la vie, c'est le mouvement. Ça a toujours été le mouvement. Donc faut se mettre en route. Et souvent, les gens me rétorquent, mais t'es marrant, Philippe, se mettre en route, mais pour aller où? Et je lui dis, mais c'est pas le sujet. Parce que c'est pas le sujet, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu peux aller par là ou par là, si tu sais pas où aller, mais choisis une direction au hasard. Et puis il y aura des répercussions positives quoi qu'il arrive. Mais parce que il va se passer un truc de fou. Il va se passer un truc, c'est que tu vas rencontrer la seule et unique richesse qui est partout dans le monde. Et c'est la seule et unique vraie richesse. C'est ce qu'on est en train de faire tous les deux. C'est la rencontre. Ouais. La vraie richesse, ça, ouais. c'est la rencontre. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Mm. Il suffit juste de tendre une main en disant tiens salut comment vas-tu, on boit un café, toi c'est aussi simple que ça. Mm. Au pire le gars il t'envoie balader, mais en fait ça arrive jamais. Hein. Ouais, ça arrive Regarde, très tu peu. m'as- Ouais, tu m'as ouais. appelé, est-ce qu'on peut se voir? Je te Ouais. connais pas, je t'ai dit bah ouais. Ouais, c'est vrai. Viens. Il y en a qui disent non, mais je l'accepte. Voilà, Ouais, c'est pas grave. Je C'est passe pas à un grave. autre et puis ils accepteront plus tard. Et cette rencontre donc elle est gratuite Mm. et elle est à foison. Il y en Mm. a partout. Donc si tu pars par là ou par là, de toute façon il y aura des gens sur ton parcours qui vont t'aider à construire ta ligne de vie. Donc c'est pas le sujet de savoir où on va. Le sujet, c'est de se mettre en route. Voilà. Et après, t'as des convictions, tu pars dans ta conviction, t'y vas, et tu vas rencontrer Pierre, Paul, Jacques, Sandrine, Chantal, Annie, Ouais. et qui vont t'aider à construire ta ligne de vie. C'est ça le truc. C'est très vrai ce que tu dis et c'est vraiment bien que tu le Et c'est simple. Tu le répètes ouais parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'ai compris il y a très peu de temps quoi en faisant ça là le podcast, je rencontre des gens et puis ça me crée plein d'opportunités. Exactement. Et donc c'est top. Que si on reste devant nos écrans toute la journée, on visite le monde vaguement, on pense avoir de la connaissance alors qu'on a que de l'information et encore 80% c'est de la formation erronée en plus. Donc là, la vraie richesse c'est quand tu vas discuter avec quelqu'un. Ouais, c'est très intéressant. Moi j'ai passé trop de temps sur YouTube et c'est vrai Et qu'on on passe tous beaucoup trop de temps sur nos écrans. Mais c'est des outils quand même pas mal. Hein. Oui, bah oui, pour voir un peu ce qui se passe. La preuve c'est qu'on est en train d'en construire un. Ouais, c'est vrai. Bon, donc ton palmarès, pour finir là-dessus. Donc, des grands défis sportifs, on a commencé par New York, les marathons dans le froid, les marathons dans le chaud, enfin les ultras, dans le froid et dans le chaud. Et puis, si je me trompe pas, après, on arrive, le dernier grand défi, c'est la traversée de l'Australie. Est-ce qu'il y en a eu un très très gros comme ça avant Non. J'ai vu le désert marocain, t'as pas fait? Oui, non, mais j'ai fait plein de trucs avant. Ouais. Mais s'il faut qu'on commence après toutes mes Ouais, courses, c'est ça, je pense que- j'en fais 1, 2 à 3 défis par an, tu vois, Ouais, depuis ok. 16 ans. Ouais. On s'en fait pas mal.
Ouais. non, après j'ai fait les extrêmes dénivelés. Voilà, Ouais. j'ai fait de l'ultra trail, j'ai fait tout ça. Enfin, j'ai fait Jamais du triathlon. Alors j'ai testé, Ouais. mais alors pour le coup, faut s'entraîner sur 3 disciplines. Ouais. Et je nage très très mal. Et donc quand je sors de l'eau, je suis toujours dernier ou avant-dernier. Ouais. Donc bon, c'est cool parce qu'après t'as plus qu'à remonter, mais Ouais. enfin tu sors quand même avant-dernier. Psychologiquement. Donc, Faut y non, aller. je suis pas bon en natation et là pour le coup, je manque un peu de temps parce que je suis comme tout le monde, la journée fait 24 heures, hein, comme tout le Ouais, monde. c'est impressionnant l'Ironman. Donc faut s'entraîner sur 3 disciplines. Alors Ouais. j'ai essayé, hein, j'ai fait des halfs, j'ai fait 3 halfs. J'ai trouvé ça génial, hein, j'ai adoré, hein, mais je me suis gardé ça pour plus tard. Ouais. On verra ça plus Ouais. tard. Voilà. Moi, j'ai un pote qui prépare un Iron en ce moment et il a 2 gosses, il est quasi DG d'une boîte, je sais pas comment il fait quoi. Enfin, Bah, c'est un an, on le voit plus le week-end parce que nous on s'entraîne, picole et ouais, pas lui. Il s'entraîne la nuit. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va un beau défi en tout cas, il sera content de lui à la fin. Ok, et donc l'Australie, la claque que j'ai prise sur YouTube. Là, tu te dis un jour, bon, faut que je fasse un truc plus grand parce que je sais pas, tu te faisais chier peut-être. Ah non, du tout. Non, non. Mais non. D'abord, moi, je me fais jamais chier. J'ai trop de sujets, trop de projets. Non, en fait, c'est pour ça que je vais t'offrir un livre Ouais. que j'ai écrit, hein, qui s'appelle Trans-Australia au bout de son horizon, Ouais, bah oui. qui raconte ce défi. Et en fait, moi, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par lire un livre d'un gars qui s'appelle Patrick Malandin, qui lui aussi a traversé l'Australie et qui a battu le record du monde. Et je lis son bouquin et je suis transporté dans le livre. Je suis transporté et je me fais waouh, c'est trop fun ce truc. Ouais. Le mec, il a traversé un continent en courant, mais un truc de dingue, Il est 100 allé km par jour. ouais. Moi, je suis scotché. Ce qui te plaît dans ce qu'il raconte, c'est quoi? C'est qu'il est allé au fond de lui-même, il a. Le paysage, c'est tout. Ouais, c'est un global. Ouais. C'est le côté démesuré, le côté inaccessible. Mm. Et je trouve ça complètement dingue parce que moi, je fais de l'ultra, donc je sais ce que c'est que dans des kilomètres. Ouais. Et là, on parle de 100 km par jour ouais. pendant 38 jours. Mm. Je me dis mais comment c'est possible de faire ça quoi. En fait, on a toujours des extraterrestres devant nous, hein, toujours. Moi, j'en ai plein. J'ai eu Serge Gérard qui a été mon mentor et qui est devenu un ami, qui est une référence mondiale de l'ultra, Serge. Et au début, moi, je le percevais comme un extraterrestre, ouais. Au même titre que toi, quand tu m'écoutes, tu dis ce mec est un extraterrestre. Mais, mais en fait, il suffit juste de s'y mettre. Et donc, je m'y suis mis. Et quand je suis arrivé sur l'Australie, j'ai dit mais comment c'est jouable ce truc? J'en sais rien, je sais pas. Et ça, je sais pas, c'est pareil, c'est un truc qui c'est vachement sympa à dire. Je sais pas. Tu sais, je sais pas. C'est pas grave de pas Alors, savoir. comme je sais pas, mais que j'ai une envie, mais dingue de le faire, je décide de le faire. Après, je me dis, maintenant j'ai décidé, maintenant comment je fais? Ouais. Et c'est là où j'ai fait un truc vachement simple à faire. J'en ai parlé à tout le monde. Ouais. J'en ai parlé à tout le monde. Je dis, je vais faire ça. Et tout le monde me disait, mais Philippe, mais t'es cinglé ou quoi? Ah oui. Oui, mais tu te rends compte que c'est 100 km par jour? Ouais, je sais, mais je vais le faire, c'est cool. Non, mais oui, mais Philippe, tu te rends compte que c'est l'autre bout du monde, c'est le bush australien, c'est la chaleur, c'est les serpents, c'est toutes ces saloperies. Je dis, oui, je sais, ouais. Mais moi, j'ai envie de le faire. Donc, j'ai continué d'en parler. Et à force d'en parler, j'ai des préparateurs que je connaissais pas. J'ai Rémi Urdiel, spécialiste du sommeil. J'ai Philippe Lécuyer, un ostéopathe de l'équipe de France de gym. J'ai Philippe Leclerc qui prépare des sportifs pour les Jeux Olympiques. Tous ces mecs-là m'ont dit waouh, mais ton projet est dingue et on va t'aider à le mettre en œuvre. Ah, et les mecs, ils ont juste le goût du projet, du challenge. Ils se disent, je vais en faire partie. Exactement. Ils ont eu envie d'en faire partie. En fait, ce qui compte dans tous les projets qu'on mène, quels que soient les projets, c'est d'être tellement habité par le projet que tu incites les autres à te rejoindre et à t'aider à le monter le projet. Et en fait, voilà, alors attention, ça a chahuté fort. Hein, quand tu dis préparateur physique et mental, c'est préparateur physique et mental. Hein. Ils m'ont C'est-à-dire bien. Si tu signes, ils déconnent pas les mecs. Ah ouais. Ils m'ont chahuté fort hein, quand même. Hein. Mais c'était la règle du jeu. C'était la règle du jeu. Je veux dire, ça se saurait, on n'a rien sans rien. Hein. Donc beaucoup de ce que les gens appellent du boulot, beaucoup de travail. Mais en fait, c'est pas du travail. C'est beaucoup d'actions menées pour arriver à faire ce truc-là. Et 9 mois plus tard, j'étais à Sydney et j'ai enquillé et je suis parti pour 100 km jour et avec l'idée de battre le record du monde. Ouais. Que je n'ai pas battu. Ouais, alors je crois que c'est 43 jours, c'est ça? Alors moi j'ai fait 42 jours, 8 heures et 20 minutes, ouais. C'est-à-dire la 2e performance mondiale.
Ce qui est déjà pas mal. En fait, Oui, je ouais, suis assez déjà, content quand même. ouais. Je suis On va assez pas te content. juger, quoi. Ouais. Et en fait, j'étais devant le record du monde pendant les 25 premiers jours. Ouais. Et puis après, je me suis, comme quoi il faut être tout le temps lucide dans tout ce qu'on fait. Je me suis arrêté un petit peu, 2 secondes, pour réfléchir, et vu l'état dans lequel j'étais, c'est-à-dire pas très glorieux. On le voit dans le film, qu'il y a un moment où ça souffre. Non, c'était compliqué. Et puis en plus, je suis tombé le 2e jour, je me suis enfoncé une côte. Enfin voilà, j'ai fait la main, la je me suis montre arraché pétée. la main, je suis tombé 10 fois. Enfin bref, donc je me suis Comme bien quoi, on pourrait croire que c'est juste courir, mais quand tu t'enquilles 100 bornes par jour, ça devient un sport extrême de courir. Ah oui, ça devient un sport extrême, ça c'est clair. Et donc le 25e jour, j'ai fait un petit stop and go, mais avec un petit peu de temps de réflexion entre deux pour me dire voilà, si je continue comme ça, je vais exploser en plein vol. Et non seulement je vais pas battre le record, mais en plus mon rêve de faire une transcontinentale en courant, qui était vraiment mon rêve, mon objectif premier, c'était celui-là. Bah ça non plus, je vais pas y arriver. Donc j'ai décidé de réduire un peu la voilure. Alors réduire, ça veut dire quand même 90-95 km par jour. Hein. Mais donc j'ai laissé passer le record. Et en fait, je regrette absolument rien, parce que d'abord, je me suis rendu compte que tout le monde autour de moi se foutait du record, en fait. Ouais. Mais même mes partenaires qui m'ont financé le projet m'ont appelé pour me dire mais calme-toi 2 secondes. Tu tapes trop fort, tu vas t'éreinter, prends soin de toi. Enfin, tu vois, mes partenaires financiers, hein, les gens qui m'ont financé mon bien projet, sûr, m'ont appelé pour me dire ça, toi. Ça, c'est que tu les as bien choisis. Mais c'est parce que, en fait, moi, tu sais, je parle jamais de sponsor, je parle que de partenariat. Ouais. Parce que le sponsor, pour moi, c'est un gros mot. C'est donne-moi de l'argent, je vais m'amuser. Un Ouais. partenaire, c'est quelqu'un qui vient me voir en me disant, mais ton projet est génial, je veux en faire partie, comment on peut t'aider? Et après, on parle d'argent, mais c'est toujours les gens qui viennent me voir en me disant, mais trop bien ton truc, nous, on veut en faire partie, quoi. Et comme mon métier, c'est conférencier, après, c'est pas dur pour moi d'aller dans ces boîtes-là et d'aller faire un petit talk de motivation, tu vois, c'est pas compliqué. Ouais, bah c'est clair. Ouais. Hyper intéressant. La différence entre sponsor et partenariat, j'ai un YouTuber qui m'a demandé il y a quelques semaines la différence, parce que je lui disais c'est différent, et en fait j'ai pas su répondre. Et là t'as très bien répondu à la question. Le partenariat, tu construis un projet ensemble. Et puis vibration commune. Partenariat, c'est Il y a vibration de l'humain, commune. quoi. Ouais. Exactement. Ok, bon du coup j'allais te demander un peu comment t'étais allé chercher tes sponsors et comment t'as tout fait financer, enfin tes partenaires du coup, mais en fait on se doute un peu de comment t'as fait, t'as parlé le plus possible autour de toi, et puis ils sont venus à toi, j'imagine. Voilà. J'en parle avec exaltation et enthousiasme. Trop bien. Voilà. Faut avoir les yeux qui brillent. Ouais. Si tu veux allumer les lumières des autres, faut dire que tes propres yeux soient allumés. C'est vrai. Et alors tu parles énormément quand même, c'est bien le film sur l'Australie, parce que tu montres aussi les moments de douleur. C'est pas que je coupe les moments où je chiale. On voit il y a des moments où t'es dans la souffrance. Ouais. Et tu le dis même, tu le formules, tu dis ça fait du bien. Les gars qui t'accompagnent te disent vas-y lâche un coup et on repart. Et ça c'est je pense une bonne leçon. Alors c'est un vrai parti pris. Quand on est parti faire ça, mon cinéaste m'a dit comment tu veux que je monte le film? Ouais. Je lui dis tu montres tout. C'est toi, c'est ton métier, c'est pas le mien. Tu le montes comme tu veux le film. Il me dit mais qu'est-ce que je peux filmer? Je dis tu filmes ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Il me dit mais tout, c'est-à-dire même quand tu vas pas aller bien, tu filmes ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Je dis on va vivre une histoire de dingue, traverser un continent en courant. Donc c'est toi qui as l'œil de la caméra, tu filmes ce que tu veux. Donc j'ai accepté qu'il filme le matin au réveil, quand je chiale, quand je tombe, parce que ça fait partie du jeu. Bah bien sûr, ouais. Voilà. Et c'est réel. En fait, on se demande. Moi, j'ai vu dans le film, même d'ailleurs les gens qui t'accompagnent, je me suis dit même pour eux, c'est une aventure de se taper une caravane pendant c'est 6 semaines, hein, c'est ça. 42 jours. 42 jours en caravane au milieu de l'Australie, c'est même ça déjà, ça sort du confort de la France. Comme on dit. Et ils étaient hyper enthousiastes à l'idée de m'accompagner. Et il y en a même un. Thomas, il est jamais rentré. Hein. Ah ouais. Thomas, il est resté là-bas. Ça fait 4 ans qu'il est là-bas, il est jamais rentré. Trop bien. Il rêvait de l'Australie et il m'a dit putain, merci de m'avoir emmené là, j'en rêvais. D'ailleurs, je vais rester. Voilà. Ah, génial. Donc il est pas rentré lui. Trop bien. Ok. Donc douleur physique et mentale. Sur le moment, tu parlais à un moment de la blessure en fin d'Australie, et après on arrêtera sur l'Australie, mais tu te blesses fort à la fin. Et c'est là où on se demande est-ce que c'est le gars il sent plus la douleur physique? Si, je la sens. Mais de toute façon, en plus une déchirure du tendon d'Achille, c'est extrêmement douloureux.
Donc non, ce qui est marrant, c'est que je savais pas que c'était ça. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Ouais, parce que ça résonne de partout. En fait, j'ai trébuché encore une fois et je voulais plus tomber parce que c'était un choc émotionnel pour moi que j'aimais pas du tout, les chutes, parce que je maîtrisais plus rien en fait. Et donc je voulais plus tomber. Et là, je trébuche et pour pas tomber, je lance ma jambe en avant. Mais sauf que mon tendon était déjà tellement abîmé. J'ai eu une douleur mais vraiment hyper violente forcément parce que ça a déchiré. Tous les Où là j'ai vu les étoiles, j'ai failli tomber dans les pommes et tout ça. Et j'étais tout seul sur le bord de la route, donc c'est moyen. Et donc là j'ai accusé le truc, voilà. J'ai appelé mon équipe, j'ai dit trouve-moi de la glace. Je me suis fait mal, je sais pas ce que j'ai, mais je me suis fait super mal. Trouve-moi de la glace. Et Jean-Mi est arrivé avec de la glace, me demande pas comment il fait. On est au milieu du bush, je lui demande trouve-moi de la glace, il me trouve de la glace, je sais pas comment il fait. Et on a mis la glace là-dessus. On a bandé, et puis je suis reparti, et puis j'ai dit, de toute façon, on est à 3 jours de l'arrivée, il n'est pas question. Je le ferai à cloche-pied s'il faut. Exactement, alors, j'aurais fini en béquille, en rampant, mais. Normal, je comprends là. Fini. Au point où t'en es. Mais les gars qui te suivent, du coup, ils te retrouvent matin et soir? Non, alors, en fait, mon équipe, Jean-Mi me dépose tous les matins, là au pile poil où on a arrêté la veille. On posait un plot que j'ai ramené en souvenir, qui est sur mon piano. Et ce plot, voilà, on était au centimètre près. Tu veux battre un record, faut faire ça proprement. Et donc, il me déposait tous les matins à ce plot-là. Et après, je retrouvais mon équipe tous les 6 km. Donc pendant la course, je suis tout seul en fait. Et donc tout seul pour réfléchir, pour penser. C'est pour ça que je médite beaucoup. Je suis con, il y a des ravitaillements en fait. Et j'ai des ravitaux tous les 6 km. Bien sûr. Et puis de temps en temps, j'ai mon caméraman qui est planqué dans un arbre pour faire des images. Donc des fois je le vois entre deux ou je le vois pas. Tu l'aperçois. Il fait ce qu'il veut. Donc voilà. Donc tous les 6 bornes, je les retrouve. Ok. Et donc là, beau projet, t'arrives à la fin. Et moi, ce qui me frappe encore plus, c'est que tu viens de te taper une traversée de continent. Et t'as 8 pauvres pélos qui t'attendent à l'arrivée, qui sont ta famille, j'imagine. Ouais, c'est ma famille et mes amis, c'est là où on voit la dimension du truc, c'est que, il y a tu vois, tu finis le marathon de Paris, il y a des milliers de personnes qui t'applaudissent, tu finis. Mais. Et ça, moi, je me suis dit, ok, on sait qu'il le fait pas pour ça, quoi. Après, j'avoue que s'il y avait eu 50 personnes à l'arrivée, j'aurais été content, mais en fait, d'abord, pourquoi ils auraient été là? J'ai pas communiqué plus que ça. Je suis à l'autre bout du monde, donc alors j'ai plein de gens qui me suivent, mais en France. C'était 2018. Il y avait déjà les réseaux. 2018. Déjà, oui. Moi, je faisais des vidéos tous les jours, donc j'étais suivi, mais suivi par beaucoup de Français en fait. Donc sur place, forcément, t'es à l'autre bout du monde. Il y a à part ma famille et mes amis. Déjà, il y a ma famille et mes amis. C'est pas mal. C'est bien. J'aurais pu. J'ai fini des courses où il y avait personne. Où j'étais tout seul à l'arrivée, donc mais c'est pour moi, je fais ça pour moi, donc c'est pas grave. Bon, en tout cas c'est super inspirant. On a beaucoup parlé du coup de tous tes exploits et de ta vie. J'espère que je t'ai pas bassiné à te faire répéter ça. D'autres ont dû te poser la question. Oh oui, mais je passe ma vie à répéter tout ça. on va te parler un peu du projet actuel maintenant. Juste c'est courir pour la planète, c'est ça, pardon. Je m'y perds. Parlons maintenant de courir pour la planète. Est-ce que tu peux me pitcher le projet? Ouais, c'est très simple. En fait, mars 2020, je m'entraîne pour un gros projet, parce que je veux traverser l'Europe en courant. Donc je m'entraîne, tout ça. Et puis mars 2020, arrive ce qui arrive. Tout le monde bloqué chez soi, confinement, etc. Donc je me retrouve bloqué à la maison. Et moi, je suis plutôt du partie prenante de toute contrainte, il y a une opportunité. Donc beaucoup ont pris ça comme étant une contrainte. Alors effectivement, moi qui suis conférencier, quand tu es bloqué chez toi, tu fais plus de conférences, donc tu gagnes plus d'argent, tu gagnes toi plus qui ta fais vie, 20 bornes par jour, j'ai continué à faire 20 km par jour sur la boucle de 1 km qui m'était autorisée. Donc, oh la vache, 20 tours par jour. Ouais, après après, je suis pas à plaindre, j'habite à la campagne, tout va bien. Moi j'ai été parisien, j'ai fait les tours de parc aussi. Et en fait, je me suis dit cette contrainte, ou du moins qui est perçue comme une contrainte, c'est quoi les aspects négatifs? Ok, je gagne pas d'argent en ce moment. Ok, je travaille pas. Bon, écoute, on va manger des pâtes. Tu vois, c'est pas la fin du monde, tu vois. On va s'adapter à tout ça. Et puis, en fait, la bonne nouvelle, parce que moi, je suis toujours en train de chercher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai le truc qu'on cherche depuis tout le temps, tu vois. Le temps qui nous manque tout le temps. J'en ai plein, là. C'est génial, en fait. Donc, moi, je trouve ça génial. Et puis, j'ai donc sorti tous les livres que j'avais en retard. J'ai regardé tous les liens que j'avais mis dans un coin,
qu'il fallait que je regarde, tu sais, toutes les vidéos que je voulais absolument regarder, les Jean Covici, les Aurélien Barraud, les Serving, les Pablo Serving, tous ces gens-là, les Fabrice Bonifay, les Cédric Regenbach et tout ça. Ouais. Donc j'avais mis tout ça dans un coin, j'avais pas le temps, tu vois. Et puis là, j'ai du temps. Alors j'ai tout regardé, j'ai tout lu. Et entre autres, j'ai lu un bouquin de Denis de Rougemont. J'ai cru que tu allais me dire Jean Covici, pardon. Jean Covici, je l'ai beaucoup écouté. On en a parlé ce week-end, il faut que je le lise. Et c'est prévu que je le rencontre. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Et non, mais après, en fait, j'ai lu Denis de Rougemont. Et Denis de Rougemont, il dit plein de choses intéressantes, mais entre autres, il dit la décadence d'une société commence quand l'homme se demande que va-t-il arriver, au lieu de se poser la question que puis-je faire. Et moi, je pense que tout est dit dans cette phrase. La décadence d'une société, on est en plein dedans. Les gens sont en train de, mon Dieu, pas la tête, pas l'islam, pas la maladie, on se protège la tête. Que va-t-il arriver? La montée des océans, que va-t-il arriver? Non, mais les gars, la question, c'est pas ça. Donc, on est en pleine décadence parce que c'est exactement ce qui se passe. La question, c'est qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? C'est tout. Et cette phrase m'a impacté. Et je me suis dit, après avoir écouté justement les Jancovici et compagnie, je me suis dit, il faut rentrer en action, quoi. Ça fait 50 ans qu'on est en prise de conscience. La planète va mal. On a bousillé la planète. Bon, ok, dont acte. Ça y est, la prise de conscience, ça y est, on l'a vu, ok. Donc, on fait quoi? Donc, je commence à regarder, écouter des tas de choses, et je me dis, bon, avant de demander aux autres de faire des trucs, et toi, bonhomme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu peux faire plus tard? Il faut travailler toujours dans les 3 temporalités. Ce que t'as fait, alors moi j'ai regardé, j'ai fait un petit tour d'horizon, les 30 ans de vie industrielle que j'ai eu, je suis passé j'ai transformé un métier qui était un métier polluant en un métier respectueux. Et j'ai été un innovateur dans la matière. Donc je suis assez fier de ce que j'ai fait pendant 30 ans. Donc ma partie d'action passée, c'est plutôt, je suis assez content. Voilà. Il y a des choses que t'as fait dont t'es pas fier? Des choses où tu te dis, putain, j'aurais pu faire mieux? Pardon, je suis vulgaire, mais... Il y a plein de trucs que j'aurais pu faire mieux, plus vite, avec plus de finesse. En avoir honte. Mais dans l'ensemble, franchement, je suis plutôt content de tout ce que j'ai fait. Ouais, j'ai monté une belle boîte qui est devenue une référence et tout ça, donc c'est plutôt bien. Voilà, j'étais le premier à faire du zéro rejet en eau, j'ai été le premier à faire de la la post-combustion continue des gaz. Enfin, j'ai fait plein de trucs plutôt pas mal. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui à l'instant T? Ça, on est en mars 2020. Et je dis, je sais faire quoi? Je sais parler, je sais interviewer des gens, je sais courir, et je sais faire des films avec mon pote, avec David. On va faire ça. On va aller rencontrer tous ces gens qui sont passés à l'action pour les mettre en lumière et pour que les gens voient qu'en fait, il y a plein de trucs qui se fait. Plein. Mais on n'en parle jamais. À la télé, on parle que des trucs anxiogènes. Tu vois, je sais pas si tu es au courant, mais le monde va mal. Sans rien, c'est du délire. Tu allumes la radio, la télé, tu lis un journal, c'est que des catastrophes, que de l'anxiogène. Alors qu'en fait, il y a énormément de choses positives à regarder. Il y a plein de gens qui font... Et on les met pas assez en avant. Mais on les met pas du tout en avant. Du tout. C'est epsilonesque, c'est nul. Donc moi, j'ai dit, moi, à mon petit niveau, je vais les mettre en avant, ces gens-là. Donc j'ai commencé à caster, comme j'avais beaucoup de temps, j'ai casté tout un tas de projets et des tas de gens. Je les ai appelés, et je leur ai dit, voilà, je vais monter un projet qui va s'appeler Courir pour la planète. Donc l'idée, c'est de courir, et je vais faire 42 marathons pour rencontrer 42 personnalités comme vous, impactantes, et faire des interviews détonnantes. Voilà. De 7 minutes, c'est-à-dire 420 secondes. Tu vois, format court. Tu as dit combien de secondes, pardon? 420 secondes. 7 minutes, c'est 420 secondes, comme ça il y a 4 et 2, 42. Ah oui. Parce qu'en fait, je voulais que tout tourne autour du chiffre 42. Et c'est un truc marrant, c'est parce que j'aime bien qu'il y ait des corrélations. Il y a un fil rouge, quoi. Voilà. Un marathon, c'est 42 bornes. Donc 42 interviews, 42 marathons, 42, etc. Parce qu'en fait, 42 dans un bouquin d'Adam Douglas, qui est le voyageur intergalactique, 42 c'est le chiffre qui résout tout, c'est la réponse ultime. Ah ok. Voilà, c'est un mythe, c'est dans un bouquin. Je l'ai vu. Mais les mythes sont jamais là par hasard. Et comme moi, je dis à tout le monde que les choses sont simples. Au bout du compte, tout est toujours très simple en fait. Et 42, on peut pas faire plus simple. Un chiffre, réponse universelle. Voilà. Donc je vais tout articuler autour de ce chiffre 42. Et donc j'ai fait 42 marathons. Alors les marathons, les gens se disent mais il y a plus simple pour aller rencontrer des gens, quand tu prends ta voiture et tu vas les rencontrer. Je dis oui, mais si je fais courir pour la planète et que j'y vais en bagnole, déjà c'est moyen. Alors bon, j'ai une assistance quand même qui me suit avec la voiture.
Mais c'est plus la symbolique que je veux mettre. Oui, j'y vais sur mes 2 pieds, voilà. Donc moi, en tout cas, je vais faire 0 émission de carbone quand je vais y aller. Ouais. Et puis, la symbolique, c'est la mise en route, la mise en mouvement que je prône depuis tout le temps. Mets-toi en route, tu vas rencontrer des gens dingues. Ouais. Et moi, je me suis mis en route, j'ai fait 42 rencontres complètement dingues, mais franchement dingues. Mais j'étais à milieu d'imaginer qu'il y avait des projets aussi incroyables, dont Time for the Planet, que j'ai découvert là, quoi. Avec Arthur. Truc de fou, quoi. J'ai rencontré Cédric Eganbach, j'ai rencontré des gens comme Carbios, j'ai rencontré comme GreenMed qui va réinventer le ciment. Carbios, il invente le recyclage enzymatique du PET, les bouteilles plastiques, à 100%. Ah oui, je l'ai vu cet épisode. 100%, un truc de fou. Ça va avoir des résonances mondiales. On avait un réservoir de trucs qui bouillonnait derrière vous, là. Là, ça, c'était le labo. Ouais. Et moi, je l'ai eu au téléphone il y a 15 jours, Alain Marty, là, le gars qui a inventé ça. Ils en sont à la phase industrielle. Ils ont les mêmes résultats qu'au labo, donc ils sont super contents. Ce qui est fou, c'est que ces mecs-là, ils y sont depuis 8 ans, je crois. 7 ans. 7 ans, ouais, 7 c'est ans. ça. Alors, c'est à la fois court et c'est long. C'est long, mais c'est court. Parce que là, ça va avoir une résonance mondiale. Ouais. Donc en fait, voilà, j'en ai rencontré mes 42, incroyables. Alors des petits, des grands, des moyens, on s'en fout. Des gens connus, des gens pas connus, des start-upers, une association. Tiens, c'était aujourd'hui, c'était Fleur d'Allage. C'était aujourd'hui que ça paraît, l'émission d'aujourd'hui. Nicolas Fescourt, Fleur d'Allage, réhabilitation d'une friche industrielle par la fleur. Un truc incroyable. Et il monte un écosystème complet, à la fois social et environnemental, basé sur la fleur, un truc de fou. Mais sur une friche industrielle, un truc hyper pollué, quoi. Ouais, c'est clair, j'imagine. À Paris, un truc génial. Le mec, il a 25 ans, 26 ans. Ouais, c'est ça qui est beau, là. Je trouve que ça y est, il y a... Donc, ce projet, il est excellentissime. Et je vous incite à franchement aller le voir sur ma chaîne YouTube. Je mets en ce moment une émission par jour, tous les jours. Une petite émission de 7 minutes, donc ça se regarde très vite. Et de toute façon, c'est sur ma chaîne, donc ça reste sur ma chaîne, donc vous pouvez l'accéder quand vous voulez. Franchement, régalez-vous, parce que ces gens doivent être visibles, on doit en parler, et tout le monde doit parler de ces gens-là, parce que ce sont eux qui sont en train de transformer la planète dans le bon sens. Ouais. J'allais te demander s'il y avait un projet qui était sorti particulièrement du lot, mais j'imagine que... Carbios, franchement, il y a plusieurs projets qui sont sortis du lot. Alors, on va parler des projets industriels. Carbios, donc, c'est le recyclage enzymatique des PET, des bouteilles plastiques. Il y a Topi Organique. Topi Organique, c'est un gars, c'est pareil, il a 30 ans. Il s'est dit, mais en fait, tout le monde pisse, tout le monde fait pipi tous les jours. Et ça, on bousille de l'eau potable à mort. Mais alors les chiffres, je les ai plus en tête, mais il te les a donnés, ils sont délirants. Et lui, il s'est dit, mais en fait, l'urine, c'est une matière première sur laquelle on peut faire des choses intéressantes. Et lui, il a inventé un process où, grâce à l'urine, il met en culture des enzymes particuliers qui va remplacer les intrants chimiques. Donc, grâce à l'urine, il remplace les intrants chimiques. Qu'est-ce que c'est que les intrants chimiques ? C'est les engrais et tous les engrais. Ah oui, d'accord. Ok. Avec lesquels on bousille nos sols. Ouais, bien sûr. On tue nos sols avec tout ça. Lui, avec l'urine humaine, il a trouvé un système pour fabriquer une sorte d'engrais, si tu veux, mais bio, naturel, je sais pas comment on peut appeler ça. Un nourrissant. Pour remplacer les intrants chimiques. Il a 30 ans, le gars. 30 ans. J'ai rencontré GreenMed, c'est Guylain Watrelot qui est en train de réinventer le monde du ciment. Le ciment, si tu mets le ciment au niveau d'un pays, c'est le 3e pays mondial émetteur de CO2. Il y a la Chine, les États-Unis, et après c'est le ciment. Ouais, d'accord. Et lui, il a inventé un système où il va être capable de fabriquer du ciment d'une façon différente, avec 85% d'émanation de CO2 en moins, 80% d'énergie en moins, et des usines qui vont coûter 6 fois moins cher. Ouais, ok. C'est un truc tu de dis fou. c'est tout bénef, quoi. Parce que la construction, ça fait partie c'est mondial, la construction. Tu vois, encore un truc qui va avoir une résonance mondiale. Et ces gars-là, tu crois, ces projets, tu penses qu'ils existaient déjà depuis longtemps, mais on savait pas les rendre capitalistes. En fait, moi, j'ai l'impression que la valeur universelle, ça reste l'argent. Si tu veux faire bouger la société. C'est pour ça que Time for the Planet, dont tu es actionnaire comme moi, Time for the Planet a tout compris. Mais mes dividendes, ça sera pas du pognon. Voilà. Ça sera du carbone en moins. Ça sera du dividende carbone. Ouais. Et en fait, ils se sont dit, on a combien de temps? Time for the Planet, c'est un super exemple parce que voilà 6 jeunes qui ont réussi dans la vie très vite, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui se sont dit, bon, on en gagne plus. Bon, aucun intérêt, aucun sens. Donc on a déjà de l'argent. Ce qu'on va faire, on va travailler pour que la planète aille mieux parce qu'elle va très très mal. Question qui se pose, est-ce qu'on a du temps devant nous?
Réponse, non. On n'a pas de temps. On a 10-15 ans max pour rectifier le tir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de changer les règles du jeu. Donc les règles du jeu, c'est lesquelles? C'est la finance. Ouais. Le monde est géré par le pognon et la finance. Donc ok, on va jouer avec ça, on va jouer avec la finance. Et 2, c'est les entrepreneurs, c'est eux qui ont toujours changé la donne. Donc on va travailler avec la finance et les entrepreneurs. Ouais, je suis Do entièrement Time d'accord for the avec ça. Planet, lever 1 milliard d'euros, créer 100 entreprises pour des innovations majeures qui vont créer des marchés, business, économie, parce qu'on reste dans les règles du jeu. Ouais. Il faut monter des boîtes qui vont gagner de l'argent Mm. pour pouvoir ensuite réinvestir dans de nouvelles boîtes. Avec, enfin, moi, tu connais Time for the Planet. Ouais, hein, bien sûr, mais c'est intéressant parce que, enfin, j'en parlerai avec Arthur quand un prochain épisode. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que ça peut être challengé, bien sûr. Tu vois, tu l'as dit très bien toi-même. C'est des gars qui ont gagné de l'argent et qui du coup se sont dit, bon, je peux pas en gagner plus. Moi, j'en ai. Si je peux, mais ça sert à rien. Mais les 6 milliards de gens ou 7 milliards qui ont pas d'argent, j'imagine que ouais, c'est pas leur objectif principal. Il va falloir les embarquer, ces gens-là. Ouais. Et ça, alors moi, je pense que Time for the Planet, bien sûr, ça passe par là. Faut changer la mentalité des entreprises et après, ça changera tout le monde. Mais ouais, je vois l'ampleur du projet et bon, moi j'avoue que parfois je suis un peu pessimiste. Ah non, mais alors, moi je suis hyper emballé, moi tu peux pas savoir, moi je fais une pub à Time for the Planet. Non mais je pense que ça cartonne et que ça va marcher et moi aussi je veux leur faire de la pub à fond. Ouais. Mais ouais, moi Tu vois pas la vitesse où ça a été là, en 2 ans de temps, ouais, on est passé de rien à 42 000 actionnaires, ouais. on a levé 9 millions d'euros, on a déjà financé 3 entreprises. Ouais. Non mais en 2 ans. C'est clair, c'est clair. Je pense qu'il faudra accepter que certaines personnes se feront du pognon sur l'environnement. Et tu vois, comme des grands entrepreneurs français, les Niel ou les Elon Musk et compagnie aux États-Unis, je pense qu'il faudra que ça passe par là. Il faudra qu'il y a des gens qui s'enrichissent pour que ces entreprises deviennent des entreprises de taille mondiale. Mais moi si elles je suis pas contre non plus. Hein. Si elles s'enrichissent sur l'environnement, mais tout va bien. Ouais. Je préfère qu'elles s'enrichissent là-dessus que sur l'extraction du pétrole. Hein. Tu vois Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai aucun problème à ce que des gens s'enrichissent. Moi, ça me pose zéro souci. Moi non plus. On est d'accord. Donc toi t'es hyper optimiste sur le fait qu'on peut inverser la tendance, même s'il nous reste 10-15 ans quand on y pense, même à l'échelle humaine. 10-15 ans c'est que dalle, c'est demain matin. Ouais. C'est vertigineux quoi quand on voit l'ampleur du projet. Pour toi du coup c'est quoi la prochaine étape? Je vais sauter quelques questions parce que la prochaine étape par rapport à quoi? Là, t'as fini ta première saison de courir pour la planète. J'ai fait l'acte 1. L'acte 1, j'ai vu sur ton site qu'il pourrait y avoir un acte 2 très bientôt. C'est pas qu'il pourrait, c'est qu'il va y avoir un acte 2 dans très exactement 38 jours, je crois, un truc comme ça. Ouais. Puisque en fait, c'est là où c'est génial en fait. C'est que dans les 42 personnes que j'ai rencontrées, la dernière, c'est Sophie Grenier et Olivier de Montetis, qui sont les cofondateurs d'une structure qui s'appelle Trees Everywhere, dont la mission, c'est une entreprise, hein, donc normale, une SARL normale, dont la mission est de planter 1 milliard d'arbres dans les communes françaises. 1 milliard d'arbres. Et moi, le chiffre m'a interpellé. Ouais. Donc je me suis dit, ces gens-là, moi qui cherche des gens qui sont dans l'action, ils sont dans l'action. Et ce qui est intéressant avec cette histoire de plantation d'arbres, c'est que toutes les COP qui sont passées, qui sont beaucoup d'usines à gaz, hein, on est d'accord, beaucoup de blabla, bon, on écrit des textes, on s'engage sur des trucs qu'on sait qu'on va pas tenir, mais bon, peu importe. Au moins, elles ont le mérite d'exister. Toutes ces COP-là ont au moins un point commun. Dans toutes les COP, on a toujours dit, il faut planter un maximum d'arbres. Parce que l'arbre, c'est juste génial. L'arbre, ça va pomper le CO2, balancer de l'oxygène, ça va régénérer tes sols, ça va créer de la biodiversité qui est en rupture, enfin, c'est top. Et planter un arbre, c'est à la portée de tout un chacun, de toi, de moi, de tout le monde. C'est clair. Donc, ces gens-là qui veulent en planter 1 milliard dans les communes françaises, je me dis, waouh, la vache, c'est dingue, c'est comment ils vont faire ça. Donc, j'ai été les interviewer. J'ai fait un marathon pour eux et j'ai été les interviewer. Et là, je me suis dit, je vais faire un acte 2. Alors, j'avais pas prévu faire un acte 2. Hein. Pour voir où ils en sont aujourd'hui. Non. J'avais fait courir pour la planète. Pour moi, il n'y avait pas de acte 1, acte 2. Je faisais courir pour la planète, puis après, je passais à autre chose. Et là, en fait, j'ai fait courir pour la planète. Donc, acte 1, les 42 marathons. Et je fais l'acte 2 là, bientôt, dans 1 mois. Parce qu'ils m'ont donné l'envie de passer dans l'action, moi aussi. Mais une action, quoi. Donc, ce que je vais faire, le 24 mars, j'ai 60 ans. Là, dans 1 mois, j'ai 60 ans. Donc, pour mes 60 ans, je m'offre un beau cadeau. Je vais traverser cette fameuse Europe que je voulais traverser en courant. Ah, trop bien. Donc, je pars le 24 mars, je serai au bord de la mer Noire à Constanța, en Roumanie. Je me baigne en mer Noire. Donc, elle sera froide, à mon avis, parce que je serai au mois de mars, mais bon, tant pis, je me baigne en mer Noire. Je traverse toute l'Europe en courant.
et je me baigne en Atlantique quand j'arrive. Voilà. C'est histoire de relier les deux mers, ça c'est pour le côté rigolo de l'histoire. Et comme j'ai 60 ans, je vais faire 60 km par jour pendant 60 jours pour mes 60 ans. Et comme je veux y mettre du sens, je vais m'organiser pour qu'on plante une forêt de 60 000 arbres. Voilà. Moi, je veux planter une forêt de 60 000 arbres. D'accord. Alors, évidemment, pas tout seul avec mes petites mains. Je vais générer autour de moi de l'enthousiasme, de l'exaltation, comme je sais faire. Et je vais emmener avec moi des gens qui vont me dire « Waouh, mais ton projet, il est trop bien, on veut en être. Comment on fait pour t'aider ?» Et je suis dans cette démarche-là en ce moment. Trop bien. Et donc 60 000 arbres. 60 000 arbres. Donc c'est une forêt, hein, c'est 3 hectares. Hein. Ouais, c'est clair. Et à quel endroit précisément Alors, comme en plus je veux qu'il y ait du sens dans tout ça, je traverse l'Europe. Ouais. Donc je vais faire une forêt européenne et je vais la planter pas très loin du Parlement européen. Et j'ai déjà le terrain, ça sera Molsheim. Trop bien. J'ai déjà le terrain. Pardon, je t'ai coupé le nom du bled. Alors, je prononce très mal, excusez. Je m'excuse auprès de mes amis alsaciens. Molsheim. Ok. Je regarderai. On prononce ça. Ok. Trop bien. Ça c'est top. Ouais. Donc là, t'es dans l'action pure. Là, c'est parti. Donc c'est un projet gigantesque. Au niveau budget, c'est de la folie furieuse. Enfin. Ouais. Non mais c'est pas. Oui, je dis aïe. Oui, non. C'est juste qu'il faut réfléchir autrement. Ouais. Donc je peux pas réfléchir tout seul avec un ou deux partenaires. Il faut que je trouve des groupements qui vont s'accaparer le projet, mais c'est en cours tout ça. Donc voilà, j'ai très bon espoir, ça va aboutir. Et j'en suis sûr. Parce que c'est mon plus gros projet. J'ai jamais monté un projet aussi fou. Et ce que j'adore en fait, c'est que à chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit mais t'es cinglé. Et moi j'adore quand on me traite de cinglé parce que ça veut dire que je suis sur la bonne démarche. Ouais. Voilà. Oui, puisque t'as déjà vécu ça. Ouais. Bon, hyper inspirant. Tu me diras comment moi je peux participer. Dernier point. Moi, un sujet que je voulais aborder qui m'intéresse pas mal, c'est là, dernièrement, je t'ai vu partager sur les réseaux sociaux le fait que t'étais un peu déçu par l'audience que tu touchais. Tu disais, je fais plein d'efforts, j'ai vraiment vu des gens, enfin, c'est surtout les gens que j'ai vus sont des gens géniaux. Ouais. Et d'ailleurs, tu passes un bon message là en faisant une saison 2, c'est qu'en fait, il n'y a pas 42 pélos qui font un truc hyper inspirant pour la planète. Il y a de quoi en faire 10 saisons, en fait. Bien sûr. Et donc, pourquoi tu penses que ça prend pas encore tant que ça? Alors, je pense que l'analyse que j'en ai faite, c'est que il y a deux choses. C'est que la première, on est dans un monde d'infobésité. Donc l'infobésité, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'afflux d'informations aujourd'hui avec les réseaux. On est submergé d'informations. Et je dis bien d'informations, je parle pas de connaissances. Je parle que d'informations. Il y a qu'à voir, hein. Moi, depuis que je fais du podcast, j'ai l'impression que tout le monde en fait. Mais oui, non mais c'est fou, on est noyé d'informations, Donc ça c'est la première des problématiques, c'est qu'il y a tellement d'infos que pour sortir du lot, c'est très compliqué. Et malheureusement aujourd'hui je vais dire n'importe quoi, mais un petit chat qui danse avec un tutu, ça va faire 30 millions de vues, et un mec que t'interviews qui fait un truc de fou, ça fait que dalle, quoi. Parce que on va vers le ludique, parce qu'on va vers le facile, et parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. Il y a même pas à juger les gens, hein. C'est même moi le premier, moi aussi je regarde des bêtises, conneries qui font marrer, moi aussi. Mais je regarde aussi beaucoup de gens à côté qui m'inspirent. C'est-à-dire que moi j'ai fait la part des choses. Je m'octroie 10% de trucs ludiques, rigolos, parce que ça me fait rire. Et puis 90% de trucs qui m'inspirent et qui m'emmènent dans des actions concrètes, etc. Donc là, déjà, on a un gros problème d'infobésité, beaucoup trop d'informations, donc sortir du lot, c'est compliqué. Et la deuxième analyse que je fais de ça, et malheureusement, c'est pas moi qui l'a fait, ce sont des spécialistes, c'est qu'ils me disent, mais en fait, ton sujet, malheureusement, n'intéresse pas. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui se sentent ou qui se disent concernés par l'environnement, par l'état de la planète, par tout ça, et qui font ah bah oui, non, c'est vraiment pas bien, moi je suis vraiment très concerné. Voilà. Et puis qui s'arrêtent là. Et ils s'arrêtent là, et moi le premier, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'aller interroger des gens comme toi, c'est que tu te rends compte. Et bon, moi je me cache peut-être derrière un certain pessimisme, on en parlera peut-être après, mais en fait on en est conscient, mais c'est un danger tellement intangible, en fait ça le devient quand même maintenant. Mais je pense que les gens, aujourd'hui, c'est quand même très très tangible. Hein, oui, c'est ça. Aujourd'hui, regarde encore ces 2 derniers jours, on a eu des tempêtes de fou. Il fait 25 degrés au mois de février sur la Côte d'Azur. Il y a plus de neige en montagne. Bien sûr que là, je pense que c'est plus possible de nier. Personne ne peut nier. Mais c'est pas une voiture qui te fonce dessus au milieu de la route. Là, tu te pousses, tu agis.
Là, malheureusement. Alors, le gros souci, c'est que la nature humaine a toujours attendu de prendre des murs dans la figure avant de réagir. Sauf que là, le mur, il est déjà là et on réagit toujours pas. Parce que il est pas hyper concret et hyper visuel. Et c'est pour ça qu'il est important de passer 10% à s'amuser à regarder des bêtises et 90% à s'informer. Parce qu'une fois qu'on est informé, une fois qu'on a pris une vraie conscience de ça, pas quand les gens me disent oui, si, je suis très concerné par la planète et par l'environnement. Non, ça c'est du bullshit, ça. C'est parce que c'est bien dans l'air du temps aujourd'hui de dire qu'on est concerné. Mais ça suffit pas. Il faut être plus que concerné, il faut être impliqué. Et impliqué, ça veut dire comprendre comment fonctionnent les choses. Et quand on comprend comment fonctionnent les choses, après on n'a qu'une envie, c'est de participer au changement et participer à la modification. Et en fait, le gros travail aujourd'hui, il est là. C'est pour ça qu'un mec comme Cédric Riegenbach, qui a fait la fresque du climat et qui intervient dans les entreprises avec son jeu de cartes, un jeu de cartes très ludique, la gamification, et qui marche mais incroyablement bien pour cette prise de conscience. Voilà, dans les entreprises, quand les gens ils jouent avec ce jeu de cartes, ils font ah oui, mais j'avais pas du tout vu ça comme ça. En fait, je voyais pas ça aussi lourd. Donc hop, on bifurque. Ouais. Et en fait, je pense que les gens devraient ne pas se contenter du ah oui, je suis conscient que ça va pas bien. C'est les gars, si t'es conscient, renseigne-toi, informe-toi et après agis à ton niveau. À ton niveau, chacun doit agir à son niveau. Mais c'est important de faire ça. Et effectivement, oui, moi je suis un peu déçu parce que non pas que mes émissions soient pas assez vues, c'est pas ça l'idée. C'est que les gens qui sont que j'ai interviewés sont des gens exceptionnels qui font des trucs de fou et il faut les montrer parce que toi tu dis que t'es un petit peu pessimiste, mais quand tu vois ces gens-là, mais t'as plus de pessimiste. T'as plus de pessimiste parce que ces gens-là, tu t'aperçois qu'ils ont des cerveaux qui tournent, mais incroyable, quoi. Ouais, même moi, je te dis que je suis pessimiste, mais plus je vois de gens comme toi ou d'autres, plus je me dis ok, on va y arriver. Mais oui, mais bien sûr. Mais il faut participer à ça. Je vais t'expliquer d'ailleurs d'où vient mon pessimisme, mais qui est en train de disparaître, et tu vas me dire ce que t'en penses. T'as parlé d'Aurélien Barraud tout à l'heure. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'espace, et je me dis toujours, avant de s'intéresser à notre environnement, intéressons-nous à l'environnement de notre environnement, à l'espace, parce que la planète Terre, au final, c'est une petite boule au milieu de plein de choses. C'est un grain de poussière issu d'une étoile. Exactement. Ouais. Et quand tu revois la vie des autres planètes, tu te dis, bon, elles sont destinées à mourir un jour, en fait. Et il y a, si c'est pas un parasite comme l'humain, il y a plein de choses, les gaz à effet de serre, il y en avait sur Mars, il y en avait partout, qui font que la planète, un jour, elle va clamser, quoi. Enfin, et même là, d'ailleurs, c'est même pas la planète qui va clamser, c'est nous, elle s'en remettra. Mais t'as tout dit. Ouais. Ce que les gens, faut qu'ils arrivent à comprendre, la planète, il y a aucun souci pour la planète. La planète, s'il lui faut 200 000 ans, la planète, pour se régénérer, elle les prendra, les 200 000 ans. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que ça va aller très vite après nous. Il y a zéro souci. Le problème, c'est l'humanité. C'est nous. Le problème, on est à la fois le problème et à la fois la solution. C'est que quand on sera plus là, il y aura plus de problème. La planète, elle va très bien se débrouiller Donc, est-ce que c'est pas le sens logique de la vie, c'est... Sauf que moi, j'aime bien vivre sur cette planète. Moi aussi. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, j'ai des enfants, donc j'ai pas envie de leur dresser ce futur-là, c'est sûr. Moi non plus. J'ai des enfants et je veux leur laisser un futur propre avec l'opportunité de pouvoir, comme moi j'ai pu le faire, profiter de cette beauté qui nous est offerte là. Et des rencontres, c'est vrai que tu le dis, les rencontres, il y a rien de plus riche. Donc, non, il faut la sauver, cette planète, pour qu'on puisse se sauver nous-mêmes. Voilà. Ok, c'est très très clair. Bon, du coup, on arrive à la fin. D'habitude, moi, je me demande à un invité ce qu'on peut lui souhaiter, mais là, je pense qu'on sait ce qu'on peut te souhaiter, de continuer à être comme t'es. Moi, j'ai envie d'agir, et je me disais, je pensais à ça en venant, si je te demandais de me donner un défi aujourd'hui, est-ce que t'as quelque chose qui te viendrait en tête? Que je te donne un défi à toi? Ouais. Pour agir, pour faire quelque chose. Moi, j'ai envie de me donner un objectif, et puis j'ai plein d'idées, et je me dis, bon... deviens celui qui, par tes podcasts, arrange-toi pour être excellent. Okay. Arrange-toi pour être excellent dans tes podcasts, parce que plus on va parler de tout ça, et plus ça sera vu, lu, et plus on va monter en qualité dans les contenus qu'on a dans nos médias, plus on va agir correctement. Donc ton boulot, à toi, puisque tu t'es lancé là-dedans, c'est d'être pas juste bon, deviens excellent. Ok. Bon, je suis soulagé que tu m'aies pas dit de faire 100 km par jour. Si ça t'amuse, tu m'accompagnes. Non, on en parlera, mais t'accompagner, je sais pas, parce que j'ai malheureusement un travail et moi j'ai encore une boîte à faire tourner. Heureusement donc. Mais les défis sportifs, ça me manque un peu. Oui, heureusement. Et tu as dit malheureusement j'ai une boîte à faire tourner. Oui, non, je veux dire malheureusement par rapport aux défis sportifs qu'on a envie de faire parfois, tu vois. Mais les choix des mots sont importants. Ouais. Heureusement j'ai une boîte à faire tourner.
qui me permettra plus tard d'avoir encore plus de temps pour pouvoir faire tout ce que... T'as raison. et t'accompagner sur... Ça fait du bien de l'entendre et Sur une t'as étape. raison, t'as tout à fait raison. Mais ouais, j'aimerais bien avoir un jour faire quelques défis sportifs, mais à mon échelle même. Mais Tu sais ce que c'est l'astuce pour pouvoir le faire? pas juste de le faire, moi je dirais. Tu D'en prends- parler. Tu prends un carnet, Ouais, un crayon, ouais. et tu marques « je ferai ça à telle date ». Ah oui, oui, ce que t'as dit au début, se donner des deadlines. Tu te mets une date et tu l'écris, parce que quand tu écris quelque chose, tu fais un point d'ancrage dans ton cerveau, et tu t'es engagé toi-même à faire ça à telle date. Ouais, Tu mets la date que tu veux, et après, rétro-planning. ok. Voilà. Tant Bon, que tu en tout mettras cas, pas de date, tu feras rien. C'est noté, je le ferai, et puis je m'engage aussi à faire un podcast de mieux en mieux. Exactement. C'est une promesse. Merci infiniment, c'était hyper inspirant. J'espère que ça t'aidera à faire passer tous tes messages et il faut continuer comme ça. Moi, en tout cas, c'est pas un défi que je te donne parce que t'as pas besoin de moi, mais continue quoi, parce que c'était J'ai pas l'intention d'arrêter. aujourd'hui un moment très riche pour moi. Merci Mieux. beaucoup et à plus tard. Eh ben, merci à toi et à plus tard. Salut. Ciao. La médiocrité commence là où les passions meurent. Et voilà, l'épisode est fini. Pour ceux qui ont tenu jusque-là et qui sont pas morts, vous pouvez vous abonner et partager l'épisode. À la prochaine, tagez l'épisode. À la prochaine, tagez l'épisode. À la prochaine, tagez l'épisode. À la prochaine.